Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans ce bilan de fin de saison 13, de fin de saison flux, comme elle s'appelle. On va tout de suite en parler, on va parler de chaque épisode, de chaque thématique. C'est une saison très particulière, ça va pas être comme les bilans habituels. Là, on va vraiment d'abord s'attarder sur certains points précis, parce que c'est très difficile en fait de parler des épisodes séparément. C'est quelque chose qu'on a constaté tout au long des HO. C'était très compliqué de faire les HO cette saison. Donc vous allez voir, la structure est un petit peu différente, mais le plaisir est toujours le même. Vas-y, fais ton bilan, moi je regarde. Je me mets là sur le côté, regarde déjà, je suis un peu... Allez, vas-y. D'accord. Tu veux ton masque de passenger ? Non, c'est bon, j'en ai plus. Avant ce bilan, on a créé un formulaire qui a été rempli par près de 8000 personnes, je crois. Alors, on n'a pas encore les chiffres exacts. À la louche, hein. Là, c'est les chiffres des organisateurs. Les chiffres de la police sont à peu près de 50. En réalité, on va probablement tourner autour des 400 réponses d'ici la fermeture Au moment où on tourne, on n'a pas encore les chiffres exacts. On est encore en train de tout calculer. Et du coup, dans ce formulaire, on a demandé aux gens, parce qu'ils avaient pensé de chaque thématique, chaque il y avait 4 points. On avait les thématiques, les aspects techniques, les épisodes eux-mêmes et l'ère Chibnall Whittaker. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont répondu. Il va y avoir certaines de vos interventions qui vont s'afficher en bas de l'écran. On va également montrer les statistiques parce qu'il y avait aussi des notes à donner pour chaque point. On rappelle que nous, ce qu'on va dire, c'est notre avis personnel, bien sûr. Hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais on s'en fout. Non, on s'en fout pas, bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord, d'aller l'écrire dans les commentaires. Les petites phrases qui sont en dessous ne reflètent pas du tout ce que nous on pense, par exemple. Non, ça va être... on va mettre un petit peu de tout. Alors, je vais pas vous mentir, il y a quand même beaucoup de gens qui vont dans le même sens que nous. Ça va. Ouf. Mais non, il y a quand même des disparités. On va essayer au maximum de montrer des avis un peu variés autour de cette saison, dans ce petit encart. Mais oui, en effet, les propos que nous on va prononcer, c'est notre avis personnel. Du coup, commençons par le commencement. Et en fait, on va aller tout de suite dans la partie thématique, comme on l'a appelé dans le formulaire, et on va bien entendu parler du Docteur et son histoire. Donc en gros, qu'est-ce qui lui arrive au Docteur dans cette saison ? Déjà dès le départ, on la retrouve en train de poursuivre Carvanista pour avoir des réponses sur la division. Ensuite, elle va croiser le chemin du flux, le chemin de Swarm et Azure. Elle va se retrouver plongée dans le temps pour aller sauver ses compagnons. Ensuite, elle va se retrouver au village des anges, où là, elle va être capturée par les anges pleureurs qui vont l'amener devant la division, où elle va retrouver sa maman Tecteun, et où ça va pas très bien se passer, et où après, quand elle va essayer de se barrer de là, elle va être séparée en 3. Et du coup, on va avoir le Docteur sur 3 plans différents en train d'essayer de résoudre tout ce schmilblick, et à la fin, elle gagne parce que c'est la gentille. En fait, résumer ce qui se passe pour le Docteur, c'est résumer la saison entière, en fait. Parce que ça s'appelle Doctor Who. Ah, mais oui, c'est pour ça. Si ça s'appelait Yazoo, par exemple, ça serait pas Yazoo. Je pense que le Docteur... Est-ce que tu sais ce que je vais dire ou pas ? Non, absolument pas. Moi, je pense que le Docteur, dans cette saison, est vraiment fidèle à elle-même. Oh non. Tu me saoules avec cette phrase. Chaque HO. Dès qu'on commençait à écrire HO, Julien disait, le Docteur, elle est fidèle à elle-même. En fait, ce qu'il y a, c'est que je l'ai dit au premier, puis au deuxième, et Pauline m'a dit, mais on a déjà dit ça la semaine dernière. Du coup, à chaque fois. Mais tu dis ça à chaque HO, quel que soit le Docteur, quelle que soit la saison, quel que soit l'épisode. Tu nous fais le même cirque depuis la saison 9. Écoute, le Docteur est toujours fidèle à lui-même ou à elle-même, avec toi. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai, donc voilà. Du coup, par quoi commencer l'histoire du Docteur, vraiment, envers la division, puisque c'est vraiment ce qui va porter cette saison, quoi. Ouais, donc pas la division elle-même. Là, vraiment, le point de vue du Docteur vis-à-vis de ça. Déjà, on commence à avoir des réponses, quand même. Il était temps. Non, on a quand même quelques petites avancées, même si au final, elle refuse de connaître... Moi, j'ai bien aimé qu'elle refuse de connaître son passé. On a beaucoup entendu, avec l'Air Smith par exemple, qu'il n'y avait plus de mystère autour du Docteur, à part son nom, que tout avait été résolu, machin. Là, on a quelque chose qui nous rajoute vraiment du mystère, et où c'est le Docteur qui fait le choix de ne pas le savoir. Et ça, je trouve ça bien. Il faut aussi réfléchir au côté téléspectateur. Comment tu viens... Si elle ouvre la montre et qu'elle décide de récupérer tous ses souvenirs, comment tu fais
pour montrer, pour un épisode entier, faut montrer tout ce qui s'est passé pendant toutes ces vies. Enfin, il s'est passé tellement de choses. Plus que ça, une bah saison ouais. de... Si à partir du moment où tu ouvres la montre, bah, ça enlève tout le mystère, parce que tu es obligé de tout montrer. Tous les docteurs qu'il y a eu, tout ça. Enfin, tu peux pas, je pense, dans la série, ouvrir la montre comme ça, en fait. Puis même au niveau de l'écriture du personnage, parce que si on rend d'un coup au personnage tous ses souvenirs, le personnage va être radicalement différent. On n'aura plus du tout le même docteur, et ça change énormément de choses, ça change trop de choses en fait. Ça serait plus le Doctor Who qu'on apprécie, qu'on a appris à connaître au fil des années. Après, je pense aussi qu'au niveau de l'écriture de personnage, c'est aussi beaucoup plus intéressant de ne pas lui faire l'ouvrir. Le fait que le docteur recherche à tout prix ses souvenirs et au dernier moment refuse de les voir, ça donne aussi le côté... Toute vérité n'est pas bonne à entendre. Voilà, c'est ça. En gros, c'est que le docteur voulait connaître cette vérité et s'en est rendu malade, en fait. Il y a le côté, j'ai envie de savoir la vérité, mais est-ce que c'est bien pour moi de connaître la vérité? Et donc là, elle a vraiment cette réalisation, après avoir été confrontée avec Tecteun, avec Swarm et Azure, que, bah, en fait, ça n'a pas d'importance de connaître son passé, tout ce que ça va lui faire, c'est du mal. Et je trouve ça intéressant. Je trouve que d'un point de vue de l'écriture du personnage, c'est beaucoup plus pertinent de faire ça, plutôt que elle ne découvre pas et ça reste un mystère qu'on laisse en plan. Là, elle a la solution sous la main et c'est elle qui choisit, pour son propre bien-être, de ne pas être confrontée à la vérité. On reste aussi un peu sur ce côté mystère que Chibnall a essayé de... Parce que je pense que c'est vraiment ce qu'a voulu faire Chibnall sur ces 3 saisons. Il a voulu remettre du mystère autour de Doctor Who et moi je trouve qu'il a fait ça vraiment d'une façon supérieure. On passe quand même d'un docteur où le but c'était de trouver son nom, ou de savoir qu'il lui avait touché la jambe quand il était petit, enfin des conneries comme ça, à un docteur qui a beaucoup plus à raconter. Enfin, et du coup ça peut être utilisé comme ça ne peut pas être utilisé dans le futur, on s'en fout. Ils peuvent très bien le mettre de côté, comme de toute façon la montre est là, on dit alors je veux plus toucher, mais on sait jamais quand même au cas où. Il y a quand même ce côté où si jamais Russell T Davies, parce qu'à mon avis Chris Chibnall va pas ouvrir la montre. Ah non, bah non. Il va la laisser là en plan et faites-en ce que vous voulez, je pense. C'est un mystère qui reste accessible et en fait on nous dit vraiment, bah non, tu vas avoir ce mystère-là, tu ne connaîtras pas les réponses. Alors on va recentrer un petit peu sur le docteur parce que là vraiment on parlait de son histoire, mais je sais pas ce que tu en as pensé, mais particulièrement dans le dernier épisode où elle se démultiplie, on le remarque mais ça s'est vu sur toute la saison, on a vraiment eu la palette entière de jeux de Jodie Whittaker sur cette saison. C'était un bonheur à regarder. C'est vrai qu'elle a été exceptionnelle. Je pense que c'est la saison où je l'ai trouvée la meilleure. Bah disons que oui, au début t'avais ce côté, au début on la connaissait pas, donc il a fallu aussi s'attacher à elle petit à petit. Même si on l'adore dès le début, il y a quand même ce truc de commencer à apprendre comment elle joue et tout ça. Et en fait, le fait que là, c'est vrai qu'il y a un côté, un glow-up. Ouais, la saison 12, elle subissait beaucoup, elle était un peu dépressive quand même, quoi. Elle était vraiment rongée par ses secrets qui lui étaient interdits, quoi. Alors que là, il y a beaucoup plus de moments où elle s'est retrouvée dans l'action. Ça m'a fait plaisir, en fait, parce que je trouve que très souvent, elle est juste là à écouter les gens parler. Dans le dernier épisode, la voir courir partout, la voir faire plein de choses à 3 endroits différents, ça m'a fait trop du bien. Peut-être pour ça que les gens ont plus aimé cette saison. Ça représente beaucoup plus le docteur, quelqu'un d'actif, voire d'hyperactif. C'est ce qui plaisait aux gens sur la période Tennant Smith, peut-être pas Capaldi. C'était... le dernier épisode, on a vraiment retrouvé à 100% l'âme du docteur hyperactif qui veut faire plein de trucs en même temps. Et sans que ça soit exactement la même façon. C'est pas fait de la même manière, mais t'as ce côté... Non mais je suis désolée, le fait que le docteur se drague elle-même, mais tu mets 2 Tennant ou 2 Matt Smith dans la même pièce, est-ce qu'ils font pas exactement pareil? C'est pas de la drague, c'est un petit mot pour dire « t'es pas mal, toi ». Et qu'est-ce que tu penses du fait que le docteur commet des génocides, n'empêche pas des génocides? Mais ça a toujours été le cas. Honnêtement, je pense qu'on peut trouver un génocide par docteur. Tu penses? Je sais pas si ou pas loin. Le docteur aurait pu essayer d'éviter le massacre des Daleks, mais à un moment, les Daleks et les Cybermen, le docteur les connaît. C'est des pestes, quoi. C'est... Le docteur sait que de toute façon, si elle les laisse partir, ils vont revenir eux faire le génocide. Mais oui, c'est eux qui vont venir détruire. Donc à un moment, je sais pas. Ça peut être un vrai débat. Ouais. Maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je trouve qu'il y a un problème dans vouloir tout ramener à la vraie vie. C'est juste ça, en fait. Et puis en plus, on a tout le truc qui est montré avec l'histoire de Belle sur le fait qu'eux, ils font pas de quartier. Et dès qu'ils passent quelque part, ils laissent
vivant absolument personne. On est déjà parti loin par rapport au docteur, on va peut-être passer au sujet suivant, parce que ça fait déjà, 3 heures qu'on est dessus. Donc le sujet suivant, c'est Yaz et son histoire. J'aurais bien aimé voir un petit peu plus Yaz. On l'a vu beaucoup, mais au final, elle était là à suivre un peu ses aventures. On a eu pas mal de développement de Yaz sur le premier épisode, où on voit vraiment qu'il y a eu du développement de sa relation avec le docteur depuis le départ de Ryan et Graham, et où on voit vraiment qu'elle a appris à piloter le TARDIS, le docteur est fier d'elle, mais le docteur lui cache toujours des choses. Et par exemple, j'ai beaucoup aimé la fin, où le docteur accepte enfin de s'ouvrir à Yaz. Et en fait, j'ai trouvé que Yaz était surtout intéressante sur le premier et le dernier épisode. Sur les autres... Quand même, sur le 5e aussi, où... Ah oui, sur le 5e. Tu as ce côté aventure qui est... C'est plutôt le groupe, les Yaz... Yaz, Dan et Jericho. Oh là là, ils sont incroyables. Et là c'est pas vraiment de l'évolution de personnage, c'est plus des aventures qui vivent, qui sont géniales. Oui, quand même, parce qu'elle est la leader du groupe, elle devient un peu le docteur du groupe, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est elle qui dirige les opérations, en fait, au contact du docteur, comme on a vu en début de saison, où du coup, elle fait beaucoup de choses comme le docteur. Le docteur lui a appris à piloter le TARDIS, à s'évader. Et là, elle met tout en pratique dans l'épisode 5, où elle devient un peu le docteur terrien. Ouais, c'est un peu ça. Elle apprend à être elle-même le docteur qu'elle a besoin d'être. La leader, en fait. La leader, ouais. Mais c'est pareil, c'est le truc écrit dans la main que ferait le docteur, ou des trucs comme ça. C'est vrai que elle s'en base de... Enfin, c'est son modèle, mais... En fait, c'est vrai qu'elle est éloignée du docteur pendant la plupart des épisodes, et que du coup, elle remplace le docteur dans ces situations-là. C'est vrai. En fait, elle s'est engagée dans la police à l'origine, et je pense que son but, c'était de devenir leader, d'aider les gens, et de... Ouais, leader, je sais pas, mais aider les gens, ouais. Aider les gens, tu vois. Et en fait, c'est quelque chose qu'elle aurait pas pu apprendre là, et qu'elle a appris grâce au docteur, en fait. Quand on parle de Yaz, on est obligé un peu de parler de cette complicité entre Yaz et le docteur. Complicité ou plus peut-être, qui sait. Pareil, dans les reproches qui ont été faits au dernier épisode, il y a le fait qu'elles ne s'embrassent pas. Mais moi, j'ai jamais vu... Enfin, moi, je veux juste des super bonnes amies, en fait. C'est vrai que je vois pas de rapprochement amoureux entre les deux. Non, pas du tout. Et, enfin, je veux dire... moi, elles se comportent ensemble comme je suis avec mes potes les plus proches, quoi. Bah ouais, donc, mais même... à moins que je veuille pécho tous mes potes, Pour moi, si elle avait embrassé Yaz à la fin, c'était forcé, en fait, un peu, je trouve. Mais je trouve... Enfin, pourquoi est-ce que Yaz et le docteur se seraient embrassés à la fin, alors qu'elles sont sur le point de se dire des secrets super importants? Tu vas pas les couper pour embrasser la personne, quoi. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus profond, en fait, ce qui se passe, que de s'embrasser. Enfin, s'embrasser, c'est rien, c'est que le docteur lui fait suffisamment confiance. Enfin, en gros, Yaz, à ce moment-là, c'est la personne en qui elle a le plus confiance au monde. Enfin, elle va pas aller se la pécho, quoi. Enfin, c'est pas du tout dans le style du docteur, quoi. Non, mais même David Tennant, regarde, à chaque fois qu'il embrasse quelqu'un, ou Matt Smith, quand c'est Riverson, je trouve ça forcé, moi. Ouais, moi je trouve ça vraiment naturel. Même quand c'est la femme du docteur et tout ceci et tout ça, je trouve toujours que embrasser dans Doctor Who, que le docteur embrasse quelqu'un, ça c'est jamais assez profond d'embrasser, je trouve, que de respecter quelqu'un, de la considérer comme une amie très proche et tout, je trouve ça beaucoup plus profond, moi, personnellement. Ouais, mais ça alimente moins les fanfics. Ah bah après, les fanfics, elles peuvent toujours détourner ça. T'inquiète pas que les fanfics le font déjà. Bon bah du coup, on passe à Dan. On passe à Dan. Parce que bon, hein, Dan. Donc Dan, c'est ce mec de Liverpool qui est amoureux de Diane et qui a visiblement des petits problèmes d'argent. Bon après du coup il lui arrive des aventures avec globalement Yaz. Oui, pour surtout, au final... au final, être véritablement dans le TARDIS... dès War of the Sontarans, le docteur l'invite. En fait vraiment un compagnon à partir de ce moment-là. Mais c'est vrai que du coup, quand tu vois les événements de Once Upon a Time et de Village of the Angels, en soi, Dan a passé très peu de temps avec le docteur avant de se retrouver en 1901. La fin de la saison nous montre que là, il est véritablement inclus dans le TARDIS, que là, il va vraiment pouvoir vivre les aventures du docteur. Et surtout... que Diane lui dit « Oh non, ouais, que Diane l'envoie chier. J'ai plus envie de sortir avec toi. » Eh ben écoute, elle a bien raison. Je suis désolée, elle vient de vivre un trauma. C'est une belle façon de montrer ce qu'est le consentement.
C'est qu'avant, clairement, ils étaient... Mais même là encore, elle lui dit peut-être une autre fois, donc Ouais, c'est oui, pas c'est que c'est pas- complètement fermé, mais elle vient de vivre un traumatisme par sa faute. Ça revient un Plus peu ou à la base, en fait, où ils sortaient pas vraiment encore ensemble, enfin, ils sortaient pas même du tout ensemble, ils étaient juste Ils potes, étaient juste potes, mais visiblement avaient un crush voilà. mutuel, quoi. Et là, en fait, il s'est passé tellement de choses qui sont, de son point de vue, dues à Dan, que du coup, elle fait, bon, bah, peut-être que... On va mettre un peu de distance. Et je trouve que, pour le coup, je trouve ça très bien mené. Ça change, on va dire. Oui, on a l'habitude de, en gros, on a vécu les épreuves ensemble, ça nous a rapprochés, maintenant c'est bon de faire quelque chose. Là, non, je suis traumatisée, j'ai vécu quelque chose d'horrible qui ne serait pas arrivé si... Enfin, elle, forcément, elle met ça du point... Enfin, elle met ça genre, t'es pas venue, Dan, tu m'as laissée toute seule, si t'étais là à l'heure, ça serait pas arrivé et tout. Et je trouve ça intelligent comme manière d'écrire ça, c'est un traumatisme à surpasser, peut-être qu'après elle voudra bien être avec Dan, mais ce que j'aime bien aussi, c'est que Dan force pas, quoi. Non, mais c'est pas qu'il s'en fout, il s'en fout pas, mais il force pas, il respecte sa décision et il repart faire sa vie ailleurs, quoi. Dan, sinon, venons un peu sur... parce que bon, sur lui, il y a Dan ouais. et Diane, mais il y a surtout Dan et Carvanista. Dan et Carvanista, oh là là, ce duo. Alors, c'est du coup, un de mes trucs préférés de cette saison. Le pire, c'est qu'en fait, t'as plus envie de parler de Carvanista, alors qu'on n'y est pas encore, là, on est vraiment sur Dan. Est plus tard, Carvanista. mais disons qu'au niveau de leur alchimie, mais ça marche super bien, les deux qui se rendent dans l'art. C'est Je t'aime moi non plus, quoi, c'est... Bon, c'est surtout moi non plus, mais où du coup, les réponses sont... Enfin, on a vraiment des scènes très drôles entre les deux. C'est Je ne t'aime pas moi non plus. Ouais, c'est Je ne t'aime pas moi non plus. C'est comme quand... En fait, c'est vraiment comme quand t'as un chien, tu sais, des fois t'as des chiens, tu vas dire « Oh, mais t'es chiant et tout ça », tu vas dire « Ah, mais arrête de me faire ça, arrête de faire ceci et tout ». Mais t'aimes ton chien quand même, tu vois, dans le fond. Et du coup, t'as ce côté un peu... toujours se lancer des pics, en fait, alors qu'au final... Ils s'aiment bien, et lancer des pics aux gens que t'aimes bien, c'est une façon aussi, tu sais... Toi, t'es beaucoup comme ça. Moi, je suis beaucoup comme ça, et c'est une façon qu'ont beaucoup de gens qui savent pas trop s'exprimer. Beaucoup de gens qui pensent que tu ne les aimes pas à cause de ça. Ouais, bah tant pis, ils sont cons, écoutez. Mais c'est vrai qu'après, je n'aime pas grand monde. Hein. Vous voyez, c'est parce que je vous aime, du coup, je dis je n'aime pas grand monde, c'est un pic, et voilà, je vous aime, et... Et Dan en lui-même, de base, même sans Carvanista, c'est un personnage que je trouve très drôle. Pourtant, il a quand même une histoire assez tragique, mais il a une répartie, une façon d'être... Enfin, pour revenir à Carvanista, quand Carvanista débarque dans son salon et que lui, il fait juste « Non mais tu te casses, sinon j'appelle les flics, t'as défoncé ma porte. » Il est bien fait. Ouais, c'est bien fait, c'est tout doux. Mais il a vraiment des dialogues que je trouve savoureux tout au long de la saison. Moi, je trouve que... Alors, j'aime beaucoup Graham et Ryan, mais je trouve qu'il... Il est au niveau au-dessus. Je trouve qu'il est au niveau au-dessus. Dan, c'est vraiment un personnage qui est là pour... C'est la caution humoristique. Pratiquement... Enfin, il n'y a pas que lui, mais c'est une des cautions humoristiques, et il marche très bien, parce que il a ce côté grincheux, mais en même temps prêt à tout, gentil, tout ça. Enfin, il a un mélange de beaucoup de choses, en fait. Il a le cœur sur la main. Il a le cœur sur la main, ouais. Et c'est un mélange de beaucoup de choses, et c'est très réussi, parce que tu crois à ce personnage, en fait. Et puis je trouve aussi il y a sa voix aussi, oui, beaucoup. La voix de John Bishop. Ma phrase préférée de la saison, c'est quand ils sont face à l'ange pleureur, dans l'épisode avec les anges pleureurs, avec les lampes, et puis heureusement on a des lampes. Ouais. Oh bah non, on n'a plus de lampes. Avec sa petite voix trop bizarre. Il reste un autre torche. Et à chaque fois, on a regardé l'épisode 3 fois, à chaque fois Julien a explosé de rire. Mais c'est sa voix. C'est toujours pareil, c'est une saison qui a souffert du Covid. Je sais pas si on aurait eu la même histoire sans ça, mais en tout cas c'est sûr qu'on aurait eu plus de temps pour développer des personnages comme Dan, parce que du coup forcément sur 6 épisodes, et en plus des épisodes si denses, disons que ça va se rattraper un peu sur les spéciaux. Je me dis que on a réussi à l'apprécier avec si peu d'épisodes, oui. Alors du coup, est-ce qu'il y en avait vraiment besoin de plus ? Bah non, et du coup on va regretter de pas le voir plus. Ouais, mais si on l'avait vu plus, peut-être qu'on l'aurait moins aimé. Oh, j'y crois moyen. Non, moi aussi j'y crois moyen, mais on sait pas, on ne saura jamais. On ne saura jamais de toute façon. On va rester par rapport à Dan, peut-être. Ouais. Peut-être parler de Carvanista. Ah, mais alors, Carvanista, mais ça bouille. Je t'ai épaté de voir comment tu pouvais faire passer des émotions dans un masque avec une tête de chien. Au début, t'es là,
les premières photos qu'on a vues, c'est « Oh là là, il est tout mignon, avec sa hache et tout !» Puis, en fait, tu vois qu'au début, il est horrible, mais vraiment, rien qu'à sa tête, tu arrives à ressentir les émotions, alors que c'est un masque de chien, quoi. Et à la fin, mais j'étais pas bien quand il apprend que... Que tous les loups-paris sont morts. Ouais, et là, en fait, il est complètement stoïque, j'ai envie de dire. Mais juste à ses yeux, on mais voit qu'il est yeux, dévasté. tu te dis, oh là, mais j'aimerais pas être un J'aimerais pas être un sontarien, ouais. Carvanista, c'est quand même le personnage qui passe au début du gros méchant, machin. On se dit, ah, il veut tuer le docteur, alors qu'en fait, c'est juste que le docteur l'a provoqué, et au bout d'un moment, il a pas d'autre choix que d'essayer de la buter, parce qu'elle veut pas lui foutre la paix, en fait. Mais donc oui, c'est ce personnage qui est très bourru, et qui en même temps a cette alchimie très particulière avec Dan, qui fait que ça en fait un personnage quasi comique par moment, quoi. En fait, il se complexifie. En gros, il y a plusieurs strates quand même à ce personnage. Jusqu'à quand même apprendre que c'est un ancien compagnon du docteur. Quand même. Du docteur. Et là, tu le vois complètement différent. Je me dis, il a vécu des aventures avec le docteur. Et il peut rien en dire en plus. Et il peut rien en dire et elle peut pas savoir. Enfin bref, c'est. Et visiblement, il lui en veut en plus. Carvanista, ça nous a donné un personnage atypique, je trouve. C'est vrai, déjà, pas Enfin, il reste quand même 2 pieds, 2 jambes, enfin bref. Mais avec une tête de chien quand même, ce qui est un peu... bon, c'est pas ce qu'on voit tous les jours dans Doctor Who. Mais on veut vraiment un compagnon avec une tête de chien, on veut voir... et aussi guerrier, quoi. Avec sa hache, toujours sa hache à tirer, qui est un type de personnage, de personnage gentil, de compagnon, qu'on voit rarement en fait dans Doctor Who ces dernières saisons. Où visiblement ça a été un carton plein. Ah ouais, tout le monde les gens adorent Carvanista. Là, vous voyez en bas, là, dans les trucs, tout le monde dit « Ah, j'adore Carvanista !» À ce moment-là, il faudra mettre une phrase où les gens disent « Ah, Carvanista, bon, quand même... » Va falloir la trouver. Mais dans le questionnaire, d'ailleurs, c'était une catégorie, les personnages secondaires, dans lequel on a mis plein de personnages secondaires, et la plupart des commentaires qui revenaient, c'était « Carvanista, il est trop bien !» Bah, disons qu'on a mis des personnages secondaires, il y en a qui sont plus secondaires que d'autres, quand même. Hein. Oui. Genre, on peut peut-être parler aussi de... Bell et Vinder, qui sont... j'en profite, tu vois, j'essaye de faire des ponts, tout ça. Et donc, du coup, Bell et Vinder, qui sont 2 personnages qui sont quand même pas si secondaires que ça. Ils vivent leur aventure à côté. Et moi, c'est 2 personnages qui m'ont vraiment touché. Mais comme très rarement dans Doctor Who, avec peu de scènes. Et ça, c'est fort quand même. Parce que, du coup, bon, bah, c'est 2 personnages qu'on découvre complètement. Qui... Je sais pas si c'est le fait qu'elle soit enceinte ou... Je sais pas, il y a quelque chose vraiment qui m'a touché dans les 2. Et c'est un beau couple, très simple. Couple, ouais. Et en fait, c'est vrai complice. Complice, et qui essaye de se retrouver, et c'est triste, quoi. Et moi, quand t'as cette scène où on entend Vinder, dans le TARDIS, où on entend Vinder qui est dans le Passenger à ce moment-là, et derrière, il y a Belle qui fait « Mais il est vivant !» Et j'étais là, oh, c'est mignon. Bon, j'ai pas pleuré parce que je suis un homme. Écoute, moi, sur le 2e visionnage, j'avoue que j'ai versé ma larmichette à ce moment-là. Et du coup, j'étais contente que les 3 finissent à la fin ensemble. Ça, c'est le spin-off de mes rêves. Bell, Vinder et Carvanista. Mais ça arrivera... Et Tigmy. Enfin, après, je sais pas avec RTD qui arrive, mais ça, c'est le même truc que Clara et Amy dans le... Ouais, mais Clara et Amy, je m'en foutais. Eux, je les veux en spin-off. Ah, bah c'est sûr que ça pourrait donner un spin-off original, quoi. Mais déjà, j'espère vraiment qu'on va les revoir sur l'épisode des 100 ans. Donc l'année prochaine, on verra ce que ça donne l'épisode des 100 ans. Parce que bon, t'as envie de revoir tout le monde, quoi. C'est ça le problème. Oui, mais remettez-moi tout le monde. Remettez-moi Ryan, Graham, Bell, Vinder, Carvanista, Kate Stewart, qui a pas servi à grand chose cet épisode. Les torchons qui volent. Alors les torchons qui volent, je sais que tu veux vraiment savoir pourquoi ils sont au courant du Timeless Child. Je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo. On va faire une vidéo, les torchons qui volent. Qui sont-ils? Relié à Bell et Vinder, nous avons également un autre personnage introduit cette saison, qui est le grand serpent. Ah là, de toute façon, il y a les notes qui s'affichent et tout ça. Hein. C'est un des points les plus faibles, je pense. Alors que pourtant, ça partait bien. Hein. Ça partait très très bien. Sur Once Upon a Time et Survivors of the Flux, j'y croyais à mort. Hein. Mais sur le dernier épisode, en fait, gros soufflet de la saison. Il perd complètement son aura dans cet épisode. Dans les premiers épisodes où on le voit, il est vraiment... Bah, déjà, le premier, c'est un grand méchant dictateur, en gros, un peu, qui va aller tuer des gens. Et puis, bah, avec Unit, bah, là, c'est pareil. T'as quand même ce côté... Il essaye de contrôler Unit et tout. Tu te demandes pourquoi et tout ça. Et à la fin, en fait, bah, t'as l'impression qu'il est là pour aider les Sontariens. Et c'est grâce à lui que les Sontariens peuvent faire ce qu'ils font.
Mais après, t'as l'impression qu'il est là en train de suivre, en train de regarder. Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe dans ce vaisseau Bah, les Sontariens lui laissent le contrôle de la Terre, parce qu'en soi, les Sontariens, ils s'en foutent de la Terre, ils veulent juste être protégés, là. C'est comme ça que se règle le raccord, c'est que lui, du coup, il leur a rapporté les informations pour pouvoir les planquer, en fait. Mais ouais. Mais c'est vrai que du coup, une fois qu'il leur a donné les informations à l'épisode précédent, bah là, il reste pas grand-chose, quoi. Et il est très peu développé. J'aime bien sa fin, le fait qu'on le laisse juste tout seul sur un caillou au milieu de Ce que je trouve, l'univers. ce que je trouve rigolo avec ce truc, c'est toujours pareil, c'est ce côté de si quelqu'un veut le réutiliser, il peut. Ouais. Même s'ils peuvent faire une blague, à un moment, il peut y avoir un Tardis qui passe à côté d'un caillou, puis t'as lui qui tu vois, tu peux faire tout et n'importe quoi avec ça, en fait. Sérieusement, je pense, après c'est mon avis, que cette intrigue-là aurait pu sauter. Tu veux dire celle par rapport à Unit? Parce qu'en fait, parce qu'il faut quand même quelque chose pour expliquer pourquoi Vinder était loin, et à ce niveau-là, ça marche plutôt bien. Ouais, mais du coup, ne pas le présenter comme un personnage important, un personnage qui revient dans plusieurs épisodes et tout ça, parce que... Oui, il aurait très bien pu crever pendant le flux, en fait. Ou alors, il y a quelque chose de prévu pour lui plus tard, je sais pas, S'il y a rien de prévu pour lui, je pense que cette intrigue-là était un peu en trop, peut-être. Parce que si il y avait déjà beaucoup d'intrigues, ouais. Ouais, il y avait beaucoup d'intrigues, et s'il fallait en enlever une, pour moi, ça serait celle-là. Je pense que c'était un peu la caution pour faire revenir Unit, et... Parce que Chris Chibnall a dit que c'était prévu de base de faire chier les fans en disant que Unit n'existait plus, pour qu'en fait Unit existe toujours et les faire revenir. Alors, je me demande si ça fait pas aussi partie des trucs qui auraient souffert du Covid, que peut-être que dans la saison telle qu'elle était prévue à l'origine, il y avait un épisode dédié entièrement à l'histoire de Unit et tout ça, et par rapport à ce retour-là, que du coup, il voulait vraiment faire revenir Unit, et qu'il s'est retrouvé un peu coincé à se dire, bon, il faut que je réussisse à les faire revenir, et d'inclure une storyline par rapport à ça. C'est pas impossible. T'as peut-être raison, ouais. Parce que visiblement, ça lui tenait à cœur, en tout cas, de faire un truc sur Unit, et que justement, il voulait redonner de l'importance à Unit dans le cœur des fans, et que c'est pour ça qu'il a supprimé Unit, pour que les gens s'indignent du fait que Unit ne soit plus là. Et d'ailleurs, en parlant de Unit, du coup, on peut peut-être parler aussi de Kate Stewart. Allez, parlons de Kate Stewart, ça va aller vite. Bonjour, je suis Kate Stewart. Ouais, je suis dans la cave. J'attends. Ah bah tiens, là, il y a une porte. Et là aussi, il y a une porte si vous voulez. Je suis chef de la résistance, toute seule dans ma cave. On se moque un peu, mais c'est quand même bien, je trouve, au moins dans l'épisode 5, quand elle est chef de Unit, de la revoir, puisque bah, c'est la suite logique des choses, en fait. C'est chaque chef de unit jusqu'à elle, et du coup c'est logique qu'elle soit là. Totalement. Pour l'épisode 5, franchement, j'ai rien à dire sur Kate Stewart, c'est plus vraiment sur l'épisode 6, où on a l'impression qu'ils savaient pas trop quoi en faire. Ils se sont dit, maintenant qu'on a Kate Stewart, faudrait quand même lui faire des choses, et derrière, en fait, ben, il n'y a pas grand-chose qu'elle peut... Le docteur fait, quelles sont les dernières informations? Oui, bah, il y a les Sontariens. Non, mais elle est reliée à l'intrigue du Grand Serpent, sauf qu'en fait, comme l'intrigue du Grand Serpent est pas assez développée, bah forcément, Kate Stewart est pas assez développée. Ouais, je pense que c'est assez logique dans ce sens-là. Je pense personnellement que, on le redit, c'est une saison qui était censée être plus longue. On ne sait pas si on aurait eu exactement la même histoire, je pense pas. Et à mon avis, comme Chris Chibnall avait tout préparé pour le retour de Unit depuis la fois dans Résolution où il a dit que Unit avait été fermé, il avait prévu de faire un retour. Est-ce qu'il n'avait pas vraiment prévu tout un épisode autour de Unit? Peut-être, on saura jamais. Qui du coup est passé à la trappe à cause des restrictions, à cause du Covid, et que du coup il a dû créer une histoire, un patchwork par rapport à ça qu'il a relié au Grand Serpent, pour justement faire quand même ce retour de Unit qui lui tenait à cœur en fait. Est-ce que c'est pas pour ça? Peut-être, mais bon, du coup, Kate Stewart ne sert pas à grand-chose. Ah, bah, elle sert pas à grand-chose. Ouais. Moi, je pense qu'elle aurait suffi dans l'épisode 5. Maintenant, bon, elle est là, on est content, elle est là. C'est comme on a dit dans le HO. Hein. On peut peut-être parler de Claire et Jericho. Qui sont vraiment plus secondaires par rapport aux autres, mais qui en restent quand même très intéressants, je trouve. Jericho, c'est quand même un compagnon de compagnon. C'est un concept, quoi. Non, ils sont très intéressants. Autant sur Village of the Angels, on s'est dit, on aurait bien aimé qu'ils soient un peu plus poussés. Et au final, avec surtout l'épisode 5 pour Jericho, et du coup les deux dans l'épisode 6, on apprend vraiment à plus les connaître. C'est des personnages qui sont très attachants. Tout particulièrement Jericho. C'est vrai qu'en début de saison, comme on avait vu Claire et tout dans la rue, on s'était dit que ça allait être elle. Alors qu'en fait, moi, c'est vraiment Jericho auquel je me suis le plus attachée. Claire, tu t'y attaches
pas spécialement. Enfin, c'est un personnage intéressant parce qu'elle a un ange dans sa tête. Après, sinon, le personnage en elle-même, enfin, le personnage en lui-même. Elle est voyante, quoi, mais bon, c'est vrai qu'après, c'est pas un personnage qui m'a transcendé plus que ça, elle était bien. Alors que Jericho, c'est vraiment un personnage que j'ai appris à apprécier. En plus, il le tue. En plus, il le Chibnall tue. continue à tuer des vieux. Ah ouais, Julien, quand on a revu l'épisode 6, il fait « Mais attends, mais c'est le fil rouge de la saison 12. C'est Chibnall qui tue des vieux. » Il a pas tué les parents de Dan. C'est vrai, mais on les a pas revus au On final. les a pas revus. J'espère qu'on va les revoir dans des spéciaux. Parce que... Puis qu'on va revoir la famille Diaz aussi. Parce qu'on a juste vu vite fait sa sœur et j'adore la famille Il reste Diaz. 3 épisodes, Pauline, elle veut tout le mettre dedans. Non mais c'est vrai que la mort de Jericho, en fait je m'y attendais pas. Je pensais que c'était Carvanista qui allait mourir. Je sais pas pourquoi, j'avais un mauvais pressentiment. Parce Et qu'il en était fait, trop mignon, tout le monde s'y est peut-être. attaché et tout. Mais, et c'est là où tu te re-rappelles que c'est une série familiale, donc pour les enfants, et que tu vas pas spécialement faire de mal aux enfants. Enfin, tu vois, Tu vas pas aller tuer le chien. Genre j'ai eu peur aussi qu'il tue Vinder. Juste avant qu'il le retrouve, et les gens ils disaient mais non mais c'est une série qui est entre autres pour les enfants et tout, qui est quand même pleine de bons sentiments, ils vont pas aller tuer le père de famille qui vient de retrouver sa femme et son bébé quoi. Si c'était moi showrunner, oui toi ça, tu l'aurais buté, ça serait plus un show pour familial quoi, mais non ça non serait c'est vrai. Torchwood mais avec moins de cul quoi. Non mais c'est vrai que t'as envie pour ressentir des émotions qu'on te présente des personnages, que tu les apprécies et qu'il leur arrive des crasses en fait et c'est comme ça que tu t'attaches au personnage et tout. Mais après t'es pas obligé de les tuer à chaque fois. T'es pas obligé de les tuer, mais la mort c'est quand même quelque chose d'assez radical quand même pour... Alors oui, on va continuer la liste des personnages secondaires parce qu'on en a d'autres. On a par exemple Marie Sicole qui n'est là que sur un seul épisode, elle, que j'aurais aimé voir un peu plus. J'aurais voulu la voir hors de ce qu'elle faisait en vrai, en fait. Bah, et puis comme le docteur dit qu'elle aimerait bien la revoir et tout ça, j'espérais en fait qu'on la revoie à la fin. Dernier épisode. Dernier épisode des 100 ans de la BBC. Non, mais c'est vrai que j'aurais aimé la voir un petit peu en dehors de sa zone de confort, entre guillemets, parce que déjà des Sontariens, c'est pas trop sa zone de confort. C'est des Sontariens, mais en fait, ça serait des Russes. Ça serait pareil, en fait. Ça serait la même chose, sauf qu'ils auraient des têtes plus humaines. Mais disons que la saison était tellement courte et tellement reliés les uns aux autres, que venir ajouter ce personnage historique par-dessus, un peu à part, ça m'a pas permis de m'y attacher vraiment en fait à l'histoire de cette personne. Alors que l'histoire est super intéressante et on a fait une vidéo dessus. Allez la voir. Qui est très... Et du coup, tu découvres que le personnage est très intéressant. Mais je trouve que dans la saison là, en tout cas, ça collait pas trop en fait ce personnage historique. Je pense personnellement que War of the Sontarans et Village of the Angels sont probablement des reliquats de ce qu'aurait dû être l'ancienne saison. Ouais, avant... De ce qu'aurait dû être la saison 13 avant le Covid. Avant de couper les deux épisodes. Je pense qu'il avait envie de faire un truc sur la guerre de Crimée, qu'il avait déjà envie de parler de ce personnage-là, et que du coup, il l'a un peu raccroché... On a un autre personnage historique. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Williamson, qui lui est beaucoup plus intégré dans le... Lui, il est complètement dans le fil rouge. Dans le fil rouge, et en plus intégré d'une façon vraiment géniale, puisqu'on le voit vraiment par petites touches, par bribes, en fait, et du coup, ben, tu te dis, mais c'est qui ce perso ? Au début, on te le présente un peu... Enfin, au début, il est présenté dans le passé. Mais c'est vrai que du coup, c'est un personnage super intéressant parce qu'il est très mystérieux, on le voit par bribes. Et le fait qu'on ne connaisse pas du tout... On a fait une vidéo sur le sujet, allez voir. Le fait qu'on ne connaisse pas du tout les motivations réelles de Joseph Williamson sur pourquoi il a construit ces tunnels à Liverpool, et là, super bien justifié. D'ailleurs, il y a deux théories principales, du coup, sur pourquoi est-ce qu'il a creusé ces tunnels. Les deux apparaissent dans la série, mais une plus que l'autre. La première, qui est la plus répandue habituellement, c'est que c'était pour donner du travail aux gens. Et donc ça, on voit en début de saison. Et la deuxième, c'est que il était très religieux et était probablement influencé par une secte, et que du coup, il a créé cet endroit pour survivre à l'apocalypse. Et du coup, là, on a le côté religieux en moins, mais c'est quand même la théorie qui a été gardée par Doctor Who, quoi. Cette vidéo, je suis content qu'on l'ait faite avant. Oui. Ça m'a permis de beaucoup plus apprécier le fait que... Enfin, le fait de le voir en connaissant ce qu'il a fait un peu plus, ça me paraissait plus intéressant que d'apprendre à la fin. C'est les tunnels, parce que si tu connais pas, j'imagine que tous les Anglais ne connaissent pas cette histoire. Non, je pense que c'est vraiment un truc... Bah là, le fait que le seul qu'ils connaissent, c'est le pur Liverpoolien qui est Dan. Je pense que c'est une histoire qui est très connue à Liverpool et pas tellement en dehors, en fait. Et
Mais du coup, est-ce que vous aussi, ça vous a aidé parce que régulièrement dans les commentaires, on voyait des gens qui nous parlaient de Williamson, parce qu'on avait fait la vidéo avant, et que là, on le voyait juste vite fait, en disant quand est-ce qu'on va savoir des trucs par rapport à ces tunnels. Et ça m'a fait trop plaisir, parce que je sentais qu'il y a certaines personnes à qui j'ai vraiment donné un engouement pour ce personnage grâce à ma vidéo, ça m'a fait trop plaisir. Et ce qui marche super bien aussi, c'est le fait de le voir comme ça, par bribes dans les épisodes, mais à des endroits totalement random à chaque fois. Hein. Ouais. C'est genre, ah bah là je suis dans mes tunnels, ah bah là je suis sur Atropos, ah bah là je fais ceci. C'est ça qui est marrant. Ça, le seul truc qui est dommage, c'est qu'il y a un seul épisode où il est pas dedans, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Donc là, on a un petit peu fait le tour quand même des personnages secondaires, enfin des gentils secondaires. Hein. Maintenant, on a toute une tripotée de méchants dont on doit parler. Tu veux commencer par qui ? On va commencer par les plus gros pour moi, Swarm et Azure. Swarm et Azure, allez, Swarm et Azure. Swarm et Azure sont des personnages que personnellement j'ai beaucoup aimés. Je sais qu'il y a... le dernier épisode a laissé certaines personnes sceptiques, alors que moi, en fait, il a fait que renforcer le fait que je les aime beaucoup. Disons que, pour raconter un peu leur histoire, c'est... comment dire, c'est des gens qui veulent faire gagner le temps par rapport à l'espace, c'est juste ça, on va pas rentrer plus dans les détails, vous avez vu la série. Oui, non, mais pour faire ça de façon linéaire, en gros, c'est des serviteurs du temps, quoi, en gros, c'est des extrémistes pro-temps, et qui, du coup, déjà par le passé, avaient essayé de reprendre le contrôle du temps en assiégeant Atropos, qui, du coup, est le temple utilisé pour canaliser le temps et l'éviter de foutre le bordel. Donc eux, du coup, leur but, c'est de créer le chaos pour favoriser le règne du temps tout-puissant. C'est deux personnages qui ont un charisme fou. Ah oui. Incroyable, mais ils ont des voix, des postures, des costumes, des maquillages. Tout marche bien. Et dès le début, de toute façon, tu le sens que c'est deux gros méchants qui ont du potentiel au moins. On va pas dire que... Parce qu'on a déjà vu des gros méchants qui avaient du potentiel et qui ont été complètement... Gâchés. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça d'eux. Ouais, moi, personnellement, vraiment, je pense que ça dépend de la lecture qu'on a fait des personnages. Parce que très vite, moi, je me suis focalisée sur le fait que c'était des gros extrémistes, en fait. Et je trouve que du coup, par exemple, sur le dernier épisode, toute la partie dans la division, il y a vraiment... c'est surtout Azure qui va en parler, qui va parler du fait qu'elle a ses propres croyances, que le docteur a ses croyances, mais que Azure, pour elle, elle sait que ce sont ses croyances qui sont les vraies, qui sont celles qui doivent être appliquées. Et du coup, il y a toute une réflexion sur le fait de croire ou de ne pas croire certaines choses, d'accorder de l'importance à des choses plutôt qu'à d'autres, et du coup, sur l'extrémisme religieux de manière générale, que je trouve ultra intéressante avec ces personnages, qui a introduit à peu près, je crois que c'est dans Once Upon a Time, vraiment, en fait, quand on voit justement... quand on a la première évocation du fait qu'il y a une guerre entre le temps et l'espace, on a déjà cette... thématique religieuse en fait qui passe là. Et en plus on a ce côté par rapport à Tecteun déjà, Tecteun qui les méprise complètement, c'est juste des sous-fifres machin, et puis en fait non, ils sont très puissants quand même, mais ils ne sont pas aussi puissants que le temps, de toute façon ils sont à la botte du temps. Le fait que le temps estime qu'ils ont fait un boulot de merde et les efface de l'existence, eux tout ce qu'ils se disent c'est la consécration, notre Seigneur nous a reconnus, alors qu'en fait ils sont juste détruire quoi. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le fait, je l'ai dit dans ma show, hein, mais qu'en fait, ce soit pas le docteur qui les batte. Disons que c'est des personnages qui prennent une telle importance, qui sont tellement puissants, que dès le début, on s'est demandé comment tu te débarrasses de ce genre de personnage. Alors moi, au début, j'étais sur les Passengers, qui sont des prisons vivantes, enfin, je veux dire, oui. ça me paraissait être un bon truc pour les prisonniers. En fait, non. Eh ben non, c'est pour le flux. C'est pour le flux. Bon, j'étais pas loin quand même, mais bon. T'étais pas loin, en vrai. T'avais oui. Je me disais, s'il y a des prisons vivantes qui se baladent pendant tous les épisodes, c'est qu'à la fin, ils vont servir à emprisonner quelqu'un. Bon, c'était quelque chose. Mais du coup, tu te demandais comment, à la fin, deux personnages aussi puissants pouvaient être battus sans qu'ils perdent leur aura de puissance. Et je trouve que du coup, c'est réussi. Parce que oui, c'est pas le docteur qui les bat, c'est le temps, c'est quelque chose... Et puis en plus, ils ne se sentent même pas battus, ils ont même pas à combattre le temps. Ils sont heureux d'avoir la bénédiction, d'avoir le toucher du temps, quoi.
C'est alors que pourtant le temps on leur dit juste mais Oui, vous êtes nuls. vous êtes nuls quoi. Et mais eux voient ça comme une bénédiction. Le temps a reconnu qu'ils avaient fait quelque chose quoi en gros. Et il leur a rapporté le Timeless Child. Le temps s'en fout. Le temps s'en fout. Ils sont là, oui, ils ramènent une offrande alors que le temps s'en tape en fait. Le temps voulait juste sortir de son truc et ce qu'ils faisaient à côté les deux autres, mais ils s'en tapent complètement en fait. C'est juste des sous-fifres quoi. J'ai eu peur un moment pour Sam et Azure parce que il y a un de ces moments où t'as Tecteun qui va dire c'est des sous-fifres en fait, je les contrôle et tout ça et tout. Et il regagne cette aura derrière en la tuant. En tuant Tecteun. Et ça c'est cool. D'ailleurs on peut parler peut-être de Tecteun maintenant parce que bon, Sam et Azure on a un peu fait le tour. Tecteun, je suis mitigée. En fait j'espérais qu'elle revienne dans le dernier épisode parce que je trouve que ça va vraiment vite autour d'elle. Et ben non, en fait, elle est pas revenue. Disons que c'est un personnage important, un peu comme t'as eu Omega, Rassilon et tout ça à l'époque, où toute l'histoire tournait autour d'eux à chaque fois. Là, t'as Tecteun, l'histoire tourne jamais autour de Tecteun en fait. C'est un personnage qui a été rajouté, qui est très important, mais où tu vois sa création un peu, la création du personnage, on va dire, et sa destruction quoi. Après, est-ce qu'il y aura sûrement d'autres choses, enfin, ou peut-être pas. Sur Tecteun elle-même, je pense qu'on n'aura pas tellement de nouveautés. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter en fait sur Tecteun. Bah sa vie plutôt. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Sa vie après c'est la division. En fait. Ouais. Donc je pense que c'est plus là-dessus qu'on va encore avoir des réponses. Mais sur Tecteun elle-même, je pense qu'on n'aura plus rien. Ça va vite sur Tecteun et c'est frustrant en fait de la voir partir si vite. Cela dit, le fait de la détruire aussi facilement, elle se défend même pas quoi. Outre le fait que ça rajoute de l'aura à Azure et Swarm, ça montre qu'en fait c'était juste une meuf random en fait. Parce que tout le propos que développe Tecteun est ultra intéressant. C'est vraiment les propos colonisateurs où là du coup il y a vraiment une question très intéressante sur le fait d'aller sauver les peuples en leur apportant la civilisation quoi. Tout le côté où le docteur lui dit mais en fait tu m'as pris mais tu sais pas tu t'es même pas posé la question de est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend. C'est la colonisation aussi d'un autre côté. Voilà, c'est exactement ça. C'est le côté qu'est-ce qui me serait arrivé si t'avais pas été là? Est-ce que ma vie aurait pas été meilleure quoi? Ouais, mais tout ça je trouve ça génial. Vraiment ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est vraiment juste le trop peu du personnage, quoi. Disons que Tecteun n'aura pas eu son grand moment, tu vois. Enfin, ou alors très rapidement. Elle n'aura pas vraiment brillé. Ouais. Elle n'aura pas brillé. Et je pense qu'on pourrait peut-être même l'oublier, tu vois, dans quelques années. Ah oui, c'est vrai, il y avait Tecteun. Moi, j'adore cette scène où t'as Tecteun qui fait. Tu ne te souviens vraiment de rien? Bah non, connasse, tu m'as supprimé la mémoire, t'es con. Mais mes yeux, quand même, c'est les mêmes, hein. Cette scène, elle me fait rire, quoi. Bon, point suivant, division. Tant qu'à faire, on va rester par rapport à Tecteun. Qu'est-ce que tu penses de la division dans la saison 13, Julien? Dans la saison 13 seulement, non, enfin la division globale. Oui, bon, la division globale si tu veux, parce qu'au final... Donc en gros, si on veut résumer ce qu'est la division, c'est quelque chose qui a été créé par les Time Lords, pour au début une petite armée en gros une armée de colonisatrice quoi qui va pas vraiment au début ouais si ça va quand même prêcher la bonne parole un peu partout. Ouais, c'est vrai, et de plus en plus ça allait changer la civilisation, en plus changer ce qui leur plaît pas, jusqu'à en arriver à être partout, à être systématiquement dans l'ombre à gérer les grosses les grosses crises, comme le docteur essaye de les retrouver. Ils essayent de changer, bah en fait c'est compliqué, ils savent que si jamais le docteur les retrouve, le docteur va mettre un terme à leurs agissements et ils préfèrent détruire l'univers, et comme ils ont la capacité de passer sur un autre univers, ils préfèrent tout détruire, repartir de zéro, et que le docteur leur foute la paix, parce qu'ils savent que le docteur peut les poutrer et tout démolir. Ouais, ils connaissent le docteur, ils savent que malgré le fait qu'elle n'ait pas de super pouvoir proprement parler, elle a toujours ce côté qui fait qu'elle arrive à tout, en fait. Elle arrive toujours à ses fins, en fait. Elle a toujours à gagner. Mais t'as d'ailleurs le docteur qui dit ça, il fait, mais vous pensez que j'ai quelle influence? Vous pensez que j'ai quoi comme pouvoir? Ouais, parce que le docteur se rend pas compte. Elle se rend pas compte de son influence réelle sur l'univers. Et nous non plus, en fait, quand tu regardes Doctor Who, tu te rends pas compte, mais en fait, elle gagne toujours. Et c'est un peu un personnage hors de l'espace, tu vois, qui voit ça en se disant, le docteur gagne toujours. Et donc, du coup, s'il découvre la division, le docteur va aussi gagner contre nous, en fait. Ouais. Après, du coup, la division, ce qui m'embête, c'est ce côté, on est partout depuis toujours. Et qu'on n'en a jamais entendu parler. On n'a jamais obligé, en fait. C'est un peu le problème, c'est que dès que c'est pas que sur Doctor Who, c'est surtout... C'est vrai que c'est un défaut, mais en même temps, c'est le genre de défaut dont tu peux pas vraiment te passer si tu veux créer des histoires qui durent sur autant de temps. Parce que c'est impossible
de se baser uniquement sur ce qui a été inventé en 1963. Non, T'es obligé, c'est sûr, oui. t'es obligé d'inventer des nouveaux trucs et qui parfois ne vont pas paraître logiques à ce qui a été fait avec ce qui a été fait avant. Après, c'est vrai que du coup, la division, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Après, c'est normal que d'un coup, on en ait plein, vu que c'est le docteur qui recherche la division. Voilà, alors qu'avant, on ne cherchait Alors pas. qu'avant, elle cherchait pas. Et du donc, coup, la division eux, faisait leurs trucs dans leur ils coin. se terraient, quoi. Ils faisaient vraiment leur truc dans l'ombre, alors que là, elle les recherche, donc c'est normal qu'on la voit. Mais oui, c'est sûr que, idéalement, ça serait un truc qui serait au moins teasé depuis la saison 1 des New, même s'il n'y avait pas sur les classiques, tu vois. Mais c'est impossible, en fait, sur une série comme Doctor Who, d'avoir... on a toujours des éléments comme ça qui vont venir se rajouter. Clara qui est éparpillée dans les timelines, c'est pareil, c'est un truc qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Et bon, bah voilà, quoi, enfin... Après, là, la division, c'est vrai que tu peux toujours t'imaginer qu'ils ont toujours été dans l'ombre, Comme les silences. Ouais, les silences, c'est le même fonctionnement aussi. Et qu'en fait, ils font pas tout, en fait. Ils s'occupent de certaines... ils disent, ah, tiens, cette planète-là à coloniser, ou je sais pas trop quoi, et du coup, ils le font à cette période-là. Pour ce là, le docteur, il est complètement en train de faire autre chose. Enfin, du coup, t'as toujours ce côté un peu... En fait, ils se sont jamais vraiment croisés, et quand ils se sont croisés, on s'en est pas rendu compte, quoi. Oui, c'est qu'en fait, il y a tellement de sous-fifres de différentes espèces que, bah, en fait, ça se trouve, elle a déjà rencontré des gens de la division et que c'est juste qu'ils lui ont pas dit qu'ils étaient de la division. Et c'est vrai qu'on peut le justifier de cette manière-là. Mais du coup, ça aurait été bien de le montrer aussi, ça aurait pu être pas mal, tu vois, de dire ah bah tel truc, en fait, c'était la division. Tu vois. Mais alors ça, c'est... Alors là, par contre, comment ça aurait gueulé. Mais ça aurait rapporté de la profondeur au truc. À mon avis, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre. Est-ce que je le dis encore, mais dans le 10e épisode. Mais non, mais ça me semble être le... Je pense qu'on va encore en entendre parler. Il y a le maître aussi, faut pas oublier, avec ses Cybermasters. Ouais, mais justement, est-ce qu'il va pas y avoir un truc avec le maître? Le maître a des trucs gallifrés à cause de tout ça, quoi. Est-ce qu'on parlerait pas, du coup, maintenant, des Sontariens, par exemple? Oui, les Sontariens. J'aime pas les Sontariens. Enfin, je n'aimais pas les Sontariens avant. C'est vrai que je les aimais pas trop avant. Enfin, en fait, s'ils m'indifféraient... Voilà, quoi, ça reste des personnages... dans les classiques, leurs épisodes sont pas terribles. Dans la New, bon, bah, ça reste une armée. Ouais, c'est juste des militaires, quoi. Donc c'est vrai que les Sontariens, c'est pas des trucs qui me passionnent. Mais Chris Chibnall, qu'est-ce qu'il les écrit bien. Ah oui, là, il a vraiment... Parce que ça reste des crasses. Ça reste... Il tue c'est des grosses crasses, hein, ouais. Bon, il tire à côté comme tous les méchants dans Doctor Who, mais... Pas que dans Doctor Who. Mais... Au bout d'un moment, tu peux pas tuer Dan. mais ils tuent des gens. Ils font un génocide de Dalek, un génocide de Cybermen. Ils font des exécutions, ils se tuent eux-mêmes sans le moindre et en même temps, pensée. Ils vont chocolat. Les Sontariens ont toujours ce côté un petit peu ridicule et tout, mais ça n'a jamais été poussé comme là. Et vraiment, ils arrivent à être vraiment terrifiants. Enfin, vraiment, tu te dis, mais jusqu'où ils vont aller? Et en même temps, à être complètement ridicule, et ça marche super bien. C'est Doctor Who. C'est le truc qui peut être effrayant, impressionnant, et en même temps complètement con, complètement ridicule et rigolo. Et le pire, c'est que moi je trouve qu'ils arrivent à faire ça, et dans la même phrase. Oui, en fait, ils vont commencer une phrase de façon très sérieuse, très horrible, enfin très glaçante, et finir par 3 mots qui vont te rendre le truc super marrant en fait. Ouais, les plans des Sontariens, que ça soit le premier ou le deuxième, est un peu, je trouve un peu tiré par les cheveux. Enfin, ouais, le deuxième, c'est juste se protéger. Donc, le deuxième, ouais, c'est plus le premier d'aller partout dans l'espace-temps. C'est un peu, surtout la résolution est un peu chelou. J'adore aussi leur design. On revient à un design un peu plus classique. Leurs masques sont géniaux, sont vraiment très réussis. Et non, je dois admettre que vraiment les Sontariens, quand j'ai vu qu'on allait avoir des Sontariens, j'étais ok, bon, très bien. Et au final, pour moi, c'est une des belles réussites de la saison. C'est vraiment donner un coup de neuf aux Sontariens. Bon, on peut peut-être passer vite fait, parce que ça a un peu un rapport avec les Sontariens, du coup, avec les Cybermen, les Daleks, alors, qui sont juste là pour... Bah, ça donne de la profondeur à l'univers. Ça donne de la profondeur à l'univers, bien sûr. C'est bien qu'ils soient là au moment où l'espace va être détruit, d'être là à essayer de grappiller ce qu'ils peuvent, parce que bah, c'est leur but en fait, hein, ça a toujours été leur but, et c'est bien qu'ils soient là. Bah, c'est bien qu'ils soient là, mais qu'ils soient pas omniprésents. Enfin, on a déjà eu beaucoup d'épisodes sur les Cybermen et sur les Daleks pendant l'ère Chibnall. C'est bien aussi de laisser un autre méchant majeur de Doctor Who avoir sa part du gâteau. Et en même temps, c'est bien de les mettre parce que dans l'univers de Doctor Who, c'est logique que des charognards comme les Daleks et les Cybermen vont profiter du fait qu'ils peuvent conquérir l'univers parce qu'il est perturbé. D'ailleurs, ça nous a donné une scène
j'y pense, dans le dernier épisode, la scène avec les vaisseaux des Daleks et des Cybermen qui apparaissent, et puis après, avec le flux qui vient tous les bouffer, mais... C'est magnifique! Les anges pleureurs. Non, Attends, tu parles des anges pleureurs, parce que moi j'ai trop parlé. alors les anges pleureurs, on en a déjà beaucoup parlé. Alors c'est en live, je sais, donc du coup tout le monde n'a pas suivi. Ils sont réussis, je trouve, dans cet épisode. Il reste encore quelques problèmes pour moi qui me dérangent sur le fait qu'ils parlent, même si c'est bien expliqué comment ils font pour parler, que ce soit par le poste de télé, que ce soit en rentrant dans la tête. J'aime bien que par exemple, quand c'est dans la tête de Claire, la main sur l'épaule et c'est Claire qui parle. J'aime moins quand c'est au début, où t'as Claire qui fait « Les anges ont pris le Tardis !» Et là tu fais quoi? Mais non, mais c'est pas possible dit comme ça, tu vois. Je pense que les anges, pour moi, c'était Blink. Ce qu'ils ont fait après, en font des méchants beaucoup plus basiques. Même si leur principe reste sympa et que du coup ça donne des scènes super belles avec dans le Tardis, surtout j'aime bien dans le Tardis avec les lumières qui s'éteignent et s'allument et où tu vois l'ange tu le vois bouger sans le voir bouger en fait, et je trouve que ça rend super bien. L'épisode où ils sont est sympa, mais pour moi c'est plus les grandes Ils auront jamais leur la même aura de peur que sur Blink, c'est sûr. En fait, ça reprend les principes qui ont été instaurés, surtout dans le double épisode du Labyrinthe des Anges, dans la saison 5, où il y avait pas mal de nouveaux concepts qui étaient posés pour les anges, et là, ça les reprend, et de façon intelligente, en fait. Ça fait vraiment une continuité à ce niveau-là, et où ça apporte aussi des nouvelles choses, par exemple l'ange enflammé. L'ange déjà dessiné. Magnifique. L'ange dessiné, oui. L'ange enflammé, le plan de l'ange pleureur dans la tête de Claire est vraiment dégueulasse. De se servir d'une humaine pour amener le docteur et récupérer le docteur, c'était leur plan depuis le début. C'est la saison des grosses crasses. Ouais, quand ils disent ça, mais tu dis, c'est dégueulasse de faire ça. Mais c'est très réussi, quoi. Puis ça donne aussi, surtout, ce plan de docteur qui se transforme en ange. Bon, c'était assez évident qu'elle allait vite plus être un ange et que c'était juste pour la transporter dans un autre côté. D'un autre côté, ça, j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre, et je pense que dans les textes en dessous, il y a beaucoup de gens qui disent... Je sais pas, moi ça me paraissait logique, quoi. En fait, ils le disent à la fin de l'épisode, qu'ils vont l'amener à la division. Ils disent pas, on va vous transformer en ange pleureur. Mais pour moi, c'était juste un moyen de transport, en fait, et ça donne une scène super belle. Une figurine Eagle Moss, j'espère qu'ils vont me la faire, celle-là. C'est assez cool. T'inquiète, elle va être bien chère celle-là. Ils vont te faire une édition spéciale parce que tout le monde va la vouloir. Un des meilleurs cliffhangers de la série pour moi. Voilà, résolu peut-être de façon rapide, mais sauf que tous les cliffhangers sont résolus rapidement. En fait, un cliffhanger, ça veut pas dire. Un cliffhanger, ça veut pas dire que derrière ça va être. En fait, c'était vraiment des cliffhangers classiques. C'est toi qui m'as dit ça à un moment, en disant mais c'est comme sur les classiques. C'est des résolutions très simples à des gros cliffhangers parce qu'en fait c'est juste l'histoire qui se continue. Il y avait certains, ok ouais je suis d'accord que par exemple là celui de l'épisode 5 ou l'épisode 6 c'est juste le docteur qui fait whoop là ouais bon. Il y a deux fois ça, il y a aussi le moment où ils vont claquer dans les doigts. Ils vont claquer dans les doigts et... Tu vois bien le docteur qui est là quand il claque des doigts. Par contre, après on te montre que, en fait, elle a eu le temps de courir, de prendre Dan, de le mettre sur un truc, de monter sur alors qu'il aurait juste suffi de voir les doigts claquer sans voir le docteur. Ouais, voilà, c'est ça. Là, tu vois le docteur en même temps, et du coup, ce qui se passe est impossible. Bon, après, c'est du Doctor Who, ça. Ce qui se passe est impossible parce que le reste est probable. On va juste terminer, du coup, sur le flux, de manière générale. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des personnages, mais le flux, c'est un peu un personnage à part entière. Il y a Passenger aussi. On n'a pas tellement parlé de Passenger, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire sur les Passenger. C'est lié au flux, ce qu'on a à dire dessus. Ouais. Les Passengers ont été mis là dès le début pour la résolution, en fait. Et du coup, c'est eux qui vont absorber le flux. Enfin, c'est un Passenger qui, au final, qui va absorber le flux parce que à l'intérieur de lui, c'est de l'espace à l'infini, quoi, en gros. C'est ça le truc. Hein. J'apprécie le fait que ce soit Diane qui donne la solution et pas le docteur. Parce que c'est pas le docteur... Parce que au premier visionnage, je m'étais dit... Ouais, le docteur aurait pu y penser avant. Elle sait comment fonctionne la Passenger. Mais en fait, en soi, le docteur, c'est pas tellement... Elle a jamais été dans un Passenger, à part vite fait là avec le TARDIS, quoi. Et est-ce qu'elle savait des Passengers ? C'est dans sa montre, hein. Elle en a plus tellement de souvenirs. Et du coup, Diane, par contre, elle a eu le temps de... Elle a passé beaucoup de temps dans le Passenger. Ouais. Elle a eu le temps de comprendre comment fonctionnait le truc. Bon, c'est peut-être un peu rapide, un peu facile, mais je trouve que du coup, c'est bien amené. C'est sûr que je pense que 3/4 des gens, en voyant la scène, ont fait « Ah !» Parce que c'est un truc tellement énorme, le flux, que
quand tu vois absorbé par la prison, tu fais bon, bah c'était simple en fait, c'est dommage. En plus, le flux paraît petit, mais t'as trouvé au oui. deuxième visionnage, t'as remarqué un détail. Bah, c'est qu'en fait, il rétrécit puisqu'il absorbe les Daleks, les Cybermen, il absorbe aussi le truc de Carvanista qui fait que ça bloque. Ouais. Donc du coup, il rétrécit de plus en plus puisqu'il absorbe, enfin, c'est ce truc de la matière et l'antimatière et que les deux disparaissent en gros. Donc plus ça avance, plus le flux est petit en fait. Et donc là, comme il a absorbé énormément, il est tout petit en fait par rapport à avant qu'il arrive sur la Terre. Après, c'est aussi pour pas faire une scène d'1 heure où tu le vois en train d'absorber le flux, quoi. Non, mais c'est décevant sur le coup. Quand tu y réfléchis, tu te dis la résolution est pas si mal en fait. C'est bien trouvé, je trouve. Sur le coup, c'est tout ça pour ça, alors qu'en fait, bah non, pas tout ça pour ça. C'est qu'en fait, ça a été installé, ça vient pas d'un chapeau. Ça a pas été sorti d'un chapeau. Ouais, voilà. Il y a des vraies raisons qui ont mené à la conclusion de on pourrait peut-être utiliser ce truc-là. Mais du coup, le flux, en soi, c'est juste des vagues d'antimatière. Rien que ça, j'aime bien aussi l'explication. C'est qu'on nous explique comment vraiment créer le flux. Après... C'est pas juste, on a déchaîné un truc. Non, on nous dit clairement, ce sont des vagues d'antimatière qui dévorent l'univers. Qui absorbe l'univers, qui fait qu'il rétrécit. Le flux, en fait, c'est quelque chose qui paraissait énorme au début, et qui, au final, comme c'est très bien expliqué, je trouve, et que, du coup, ça perd un peu de sa grandeur, mais c'est normal, en fait. Et c'est le fait que la saison s'appelle Flux, qui fait que tu t'attends à ce que le flux soit un truc énorme, quoi. Après, il a quand même modifié toute la structure de l'univers. D'ailleurs, on n'a pas vu encore beaucoup les effets sur l'univers. Je pense qu'on va quand même voir dans les... J'espère. Dans la suite, quoi. Ils vont pas nous laisser comme ça. Faut que ça ait un impact quand même. Parce que là, rien n'a été annulé. L'univers est encore en grande partie détruit par le flux. Même le TARDIS, c'est encore pas bien, parce que on voit encore les toiles d'araignée et tout ça. Ouais. Quand on regarde même le logo de Doctor Who sur les réseaux sociaux, il est encore défoncé. Encore défoncé. Alors, c'est pas fini toute cette histoire. Maintenant, il y a un autre truc qui m'embête un peu avec le concept de flux et tout ça. C'est tout ce qu'il y a eu avant en communication, tu sais. Oui, ça n'a pas eu d'impact. Où l'impact était un peu bizarre. Enfin, je veux dire, je pensais que la façon dont on avait communiqué à la BBC de tout arrêter, enfin d'arrêter leurs réseaux sociaux ou des trucs comme ça, au final, n'a pas trop de rapport. Ça n'a pas empêché que ce soit bien, mais ça aurait été un ajout sympa. Quand tu y réfléchis un peu, mais de toute façon... Bref, on va arrêter de réfléchir sur Doctor Who. Tu veux faire une vidéo de 5 heures où tu pinailles sur le moindre détail ? Alors, on va quand même avancer un petit peu. Là, on va aller sur les aspects techniques. Donc, par exemple, la réalisation. Je suis pas... Moi, enfin, côté technique, je suis pas un pro, tu vois. Donc, je vais pas aller sortir les... Bon, c'était beau ou c'était pas beau ? C'était beau. Il y a rien à redire là-dessus. Enfin, tu t'es ennuyé ? Je me suis pas ennuyé, non. Et... Bon, voilà, c'était bien. c'est un truc, je l'avoue tout de suite. Quand on dit c'est ta saison préférée, enfin, quelle est ta saison préférée et tout, moi je sais pas. Parce que dans toutes les saisons, j'ai toujours des épisodes où je me fais chier. Là, cette saison, c'est peut-être pas la plus qualitative, je sais pas comment dire, c'est peut-être pas celle où il y a les épisodes que tu préfères. C'est peut-être pas celle où il y a les épisodes que je préfère, mais du début à la fin, je me suis jamais ennuyé, alors qu'on l'a regardé 3 fois. On l'a regardé 3 fois. Et les 3 fois, je me suis jamais ennuyé en regardant les épisodes. Et ça marche beaucoup parce que c'est une saison, comment tu dis c'est une saison complète, enfin c'est un fil rouge unique. C'est un gros épisode en fait de 6 heures, on va dire. Allez, même si c'est pas vrai, pas exactement ça. Et du coup, ça marche beaucoup grâce à ça. Mais sérieusement, je ne me suis pas ennuyé. Donc, oui, mais après, t'as aussi des séries qui fonctionnent sur ce principe-là, et où t'as des fillers, en gros. T'as vraiment des fillers, pour le coup, en plein milieu, où tu te dis, c'est vraiment parce qu'il fallait rajouter un épisode. Là, il n'y a pas le moindre moment sur 6 épisodes où je me suis ennuyée. Après, du coup, ça veut dire que la réelle est bonne, du coup. C'est ça que ça veut dire. Non, parce qu'après, ça pourrait aussi être que c'est trop précipité et que c'est trop à se prendre dans la tête. Qui nous est arrivé la première fois sur Once Upon a Time, alors que maintenant, quand je le revois, j'adore cet épisode. Parce que je pense que je sais un peu plus où il va. C'est comme le dernier épisode. Si vous êtes un peu sceptique dessus, je vous invite à le revoir. Le truc, c'est qu'on avait tous des attentes énormes pour le dernier épisode, et que du coup, vu que c'était plus petit que ce qu'on s'était imaginé pendant les semaines précédentes, forcément, ça provoque des déceptions. Le revoir maintenant, en connaissant justement comment ça se termine, et en ayant justement moins d'attentes, peut-être que vous arriverez à
plus l'apprécier, à être moins embêté par le fait que c'est moins gros que ce que vous aviez imaginé. Je vous conseille, enfin en tout cas toi ça t'avait plus plu du coup. Du coup, en fait moi je vais expliquer mon point de vue là-dessus, ça se voit par rapport aux gens cette saison, plus elle avançait, plus les gens décrochent, enfin ils décrochaient pas mais ils disaient oh c'est pas si bien que ça en fait. Parce que c'était moins bien que ce qu'ils avaient imaginé. Tout le monde était à fond dessus parce que en fait ça marche comme ça ces saisons-là. Premier épisode, on a mis une bonne note dans un show et tout. Tu regardes aujourd'hui, tu te dis bon bah c'est la continuité des autres. Enfin, pourquoi ? Parce que le premier épisode, tu te fais tes histoires en fait. Et petit à petit, bah, tes histoires, ils disent bah non, en fait c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et tout le monde s'est imaginé le retour de Clara, le Omega Iracilon. Enfin je sais plus, il y en a eu tellement de théories de merde. Arrête, on en a eu plein. Hein. On s'inclut. Hein. Mais nous, oui, bien sûr qu'on s'inclut aussi. Moi le premier. Et c'est pour ça que ce dernier épisode, à la fin, quand on l'a vu tous les deux, Pauline était... Moi j'étais très contente. Pauline était très contente. Pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup moins à se projeter en fait. J'ai eu des expériences où j'ai été déçue parce que je m'attendais à trop de trucs. Alors maintenant, bah oui, je me fais mes théories comme tout le monde, mais je me dis bah si c'est pas ça, tant pis, c'est pas grave. Mais mine de rien, ça m'avait quand même influencé la première fois parce que j'avais beau avoir beaucoup aimé. Je m'étais quand même dit, bon, j'aurais bien aimé que ce soit plus. Alors que là, en le voyant la deuxième fois, je me dis, bah non, en fait, c'est parfait comme ça, quoi. Enfin... Et il y a beaucoup de gens, en fait, c'est peut-être leur problème, c'est que ils se sont imaginés des choses énormes. Et quand tu arrives au dernier épisode et qu'en fait, les résolutions sont faites de façon très logique, très simple. C'est ce que j'ai dit à Pauline, c'est très simple. Le dernier épisode, pour moi, est très simple. Pauline, elle me dit, ah non, c'est pas simple, mais si, ça reste... Si tu prends les éléments indépendamment, oui, bah si, en fait, c'est logique que ça se clôture de cette manière-là. Ça enlève pas le fait que ça soit bien, justement. C'est le fait que ça soit simple qui fait que c'est bien, en fait. Mais du coup, t'étais quand même plus sceptique que moi. J'étais plus sceptique parce que... du dernier épisode. Parce que pour moi, dans Doctor Who, mais je suis pareil, hein, il doit y avoir des révélations à un moment. Il y a eu la révélation de Tecteun, par exemple, tu vois. Tout ce truc-là qui était dans la saison précédente et qui était vraiment... Là, à la fin... T'as aucune révélation en fait, c'est juste on résout tout. Et moi je m'attendais à ce qu'il y ait, je sais pas, un éclatement de l'univers, un truc pour la suite en fait. Et en fait non, c'est juste bon bah il y a encore des problèmes, il y a l'espace, mais tout le monde a réussi à se retrouver, on a battu les méchants, on est plutôt content, tu vois. Ouais. Et pour moi, mais c'est avec mon regard d'adulte, je pense, tu vois, avec mon regard de j'ai envie de voir des choses qui vont plus loin que les gentils ont gagné contre les méchants. En fait, à chaque fois, tu regardes l'épisode une première fois avec tes attentes. Et souvent, t'es un peu déçu. Alors, au début, t'as pas vraiment d'attente parce que tu sais pas à quoi t'attendre, donc t'es waouh. Et plus ça avance, plus tu te dis ah bah non, mais moi ce que j'avais imaginé c'était mieux. Et en fait, quand tu regardes une deuxième fois les épisodes, tu sais ce qui va se passer. Et du coup, je les ai appréciés beaucoup plus en fait. J'ai remarqué que t'étais beaucoup plus positif dessus. Je pense que dans le bilan de l'année dernière, on a dit exactement la même chose. C'est possible. Là, on a vraiment parlé au niveau du rythme. Alors, on a aussi un petit peu débordé du coup sur l'écriture. Mais côté réalisation, on pourrait aussi parler des décors, des costumes. En fait, j'ai rien à dire là-dessus parce que. Ah bon ? C'est tellement beau. En fait, que voilà, c'est beau, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pareil pour la musique. Je veux dire, ça arrive à me plonger dans l'ambiance globalement. Donc du coup, j'ai rien à redire, tu vois. Allez, des fois, t'as des effets spéciaux qui sont un peu moches. Là, ça me fait sortir un peu du truc. Il y en a pas trop eu à part les espèces de particules dans l'épisode 2. Ah, moi j'aime bien ça. Je sais pas. Ça se voit que c'est numérique en fait. C'est ça le truc en fait. Ouais, mais du coup, après, t'as aussi les grandes batailles et tout. En fait. Si vous ne suivez pas les lives, Julien va vous expliquer son problème avec les miroirs dans les films et les séries. Épisode des anges, là, il y a un moment où on voit Claire dans le miroir et la caméra avance dans le miroir, t'as les ailes qui poussent. Et en fait, tu vois le miroir, tu vois Claire d'un côté et de l'autre. Mais en fait, dès que j'ai vu la scène, au bout de une seconde, quand la caméra se rapprochait, même pas, j'ai appelé, c'est pas un vrai miroir. Parce qu'en fait, ça se sent, je trouve. C'est léger, mais tu vois que les mouvements sont pas exactement les mêmes à la même moment et tout. Et en fait, quand tu regardes vraiment image par image, tu te dis tiens là, elle a bougé un peu avant, là. Mais en vrai, ça passe. Et mais t'es allé analyser le fait que les deux savons étaient pas. Mais ça, c'est pour la blague, Pauline. Étaient pas usés de la même manière. C'était pour la blague. D'ailleurs, ils ont mis le tube de dentifrice à l'endroit et à l'envers, et ça, je trouve ça super cool. Le texte est écrit à l'envers dans le miroir. Voilà, si jamais vous vous posez des questions sur des plans miroirs dans les films et séries, venez demander à Julien, il me le fait à chaque fois.
Et tu disais les musiques. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de gros thèmes que sur les saisons précédentes de Segun Akinola. J'ai adoré le thème du grand serpent. Elle parle de moi, mais elle était là à chaque fois. J'adore le thème à du chaque grand fois. Non, à chaque fois qu'il y avait le thème du grand serpent, on faisait j'adore la musique dans cet épisode. Ouais, c'est le thème du grand serpent. À chaque fois, tu le dis, Pauline. À chaque fois, ça manquait pas. On va répéter ce qu'on dit tout le temps. Enfin, pour moi, d'ailleurs, je l'ai déjà dit plus ou moins. C'est j'aime bien la musique quand je l'entends pas. Comme j'aime bien les effets spéciaux quand je les vois pas. C'est un truc. Il faut que ça me mette dans un cocon, en fait. Mais généralement, les musiques et les effets spéciaux, on commence à les repérer, nous, quand ils sont bien faits, genre au 2e ou 3e visionnage. Au premier visionnage, si on s'est laissé emporter et qu'on l'a pas remarqué, c'est que c'était bien pour nous. C'est pour ça qu'on en parle très peu dans les HO, en vrai. Et c'est vrai que, en revoyant les épisodes une 2e fois, et surtout une 3e fois, là, les musiques, je les ai beaucoup remarquées, et elles sont exceptionnelles. Dans le formulaire, le nombre de réponses qu'on a... alors, soit on a des gens qui disent que c'est très bien, soit on a des gens qui disent « Oh, je préférais Murray Grosso modo, les deux réactions par rapport à la musique. Alors que, en fait, on en est toujours à comparer à Murray Gold. Moi, ça me saoule un petit peu parce que c'est complètement différent, en fait. Bah oui. Et j'aime bien les deux. Et... Bon, on pourrait aller plus loin que dire que comparer des airs de Doctor Who, ça me paraît toujours ridicule, moi, parce qu'en fait... Elles apportent des choses différentes. Elles apportent des choses différentes et c'est plus du tout la même série. C'est le but de la série de changer. Donc, à partir du moment où tu te dis oh là là, ça c'est moins bien que Tennant, non, c'est pas la même chose du tout en fait. Tu peux pas dire, tu ne peux pas comparer les deux et dire ça c'était bien et ça c'est moins bien. C'est une histoire de goût après en fait. C'est une histoire de goût et puis surtout en fait généralement quand on fait ça, on oublie généralement les défauts de notre air préféré parce qu'il y a plein de trucs qui ont été reprochés à Flux, on peut reprocher les mêmes choses à l'air Tennant. Au niveau de l'écriture aussi, on sent un vrai équilibre entre l'action, l'humour, j'ai dit c'était quoi aussi, la tension, l'émotion. En fait, chaque épisode, on a vraiment un équilibre à ce niveau-là. Il y a de l'humour dans cette saison qu'on n'avait pas sur le reste de l'Archimède. L'humour, c'est ce qui ressort beaucoup, je trouve, parce qu'il est vraiment... Enfin, moi, ça me parle, cet humour vraiment qui déroge un peu avec le reste de l'action, en fait. Et puis ça m'avait un peu manqué dans Doctor Who aussi, d'avoir de l'humour comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup moins dans les saisons précédentes. Là, c'est super bien trouvé. Enfin, je veux dire, la maison de Dan qui rétrécit, puis t'as un mec sur les toilettes à côté, c'est débile, mais ça fait toujours rire. Et même sur les dialogues, il y a vraiment des dialogues qui sont super marrants, quoi. I'm teasing you. Ah oui, mais lui, ce personnage-là, le personnage de l'ermite. De l'ermite, là, dans la montagne. Et du coup, je trouve que l'humour montre bien cet équilibre qu'il y a entre tout, en fait. On a listé aussi l'émotion dans la liste. Ah oui, mais ça, oui. Donc on a l'histoire d'amour de Belle et Vinder, mais je trouve qu'elle fonctionne aussi parce qu'il y a des points d'humour dedans. Belle, c'est un personnage avec pas mal d'humour, assez charismatique et tout ça, à ce niveau-là, très attachante, et où du coup l'émotion passe bien aussi par rapport à ça, parce qu'on y croit, je trouve, à leur couple. Vinder et Belle, ils se font des blagues. Quand ils se laissent des messages, ils mettent des conneries dedans, quoi. Et du coup, ça marche, parce qu'un couple, c'est comme ça que ça marche au quotidien, en fait. J'ai peut-être pas versé de larmes, mais j'ai été très ému à beaucoup de reprises dans la saison, et oui. Mais toi, t'es un homme fort. Bah, moi, je suis tu un verses homme. pas de larmes. Et oui, je suis un homme. Du coup, on va faire un point très rapide sur chaque épisode, parce que ça fait déjà 5 heures qu'on tourne. La vidéo, elle va faire 5 heures. Non, mais du coup, rapidement sur les notes pour voir... on va aussi afficher comme ça vos notes à vous sur les épisodes. Disons que rappelons déjà... Rappelons moi, comment les notes, ouais. Non, c'est pas vraiment ça, c'est le point principal, c'est que noter des épisodes comme ça, c'est totalement débile. C'était trop dur, c'était impossible sur cette saison à noter. À chaque HO, et même aujourd'hui, si on peut noter, par exemple, la globalité de la saison, noter chaque épisode me paraît impossible. Ouais. Donc en fait, on note la moyenne des HO, c'est 12 notes. Il y a 6 notes de Julien et 6 notes de moi. On note l'histoire, les rebondissements, les personnages, les méchants, la réalisation et notre note plaisir. Oh là, il y a beaucoup de notes. Hein. En faisant la moyenne de tout ça, ça nous donne la note de HO. Pourquoi ? Ce qui fait que s'il y a un point qui nous a vraiment déçus, et en fait, il va plomber la note. Plomber, entre guillemets. Enfin, plomber entre guillemets, mais c'est vrai qu'il y a certaines notes qui sont descendues comme ça. Pourquoi on fait ça ? C'est parce que sinon, tous les épisodes auraient... 7 pour un épisode bon sans plus, 8 si l'épisode nous a bien plu, 9... et on tournerait toujours autour de notes comme ça. Là, ça permet de mettre un ressenti peut-être plus
précis sans que ça soit vraiment un... Bah en gros, on se retrouve avec 10, c'est vraiment l'inatteignable, quoi. Avec un système comme ça, on va jamais mettre 10 en épisode. 9, c'est l'excellence. 8, c'est vraiment très bien. 7, c'est le bien assez élevé, alors que le 6, ça va être le ouais, c'est bien. C'est rare qu'on mette de plus mauvaises notes. C'est très rare qu'on mette en dessous de 6. Et en dessous de 6, là, enfin 5, c'est ouais, bof, franchement. Et en dessous de 5, c'est ultra rare. Je crois qu'il y a eu 2 notes qu'on a données en dessous de 5. Sleep No More. Sleep No More, et je crois qu'il y en a un autre. Mais c'est très très rare. Halloween Apocalypse, toi t'avais mis en moyenne 9, alors que moi j'ai mis 8,83. 10 en rebondissement tous les deux. Hein. En fait, c'est un épisode d'intro, donc tu vas pouvoir t'imaginer tout ce que tu veux à partir de ce que t'as eu. Et puis bah, c'est aussi, il y a longtemps que t'as pas eu Doctor Who, donc du coup quand tu le revois, t'es super content en fait. Bah disons que t'as 60% des gens qui ont mis soit 8, soit 9. Ouais. Donc c'est que visiblement cet épisode vous a beaucoup plu. Donc ensuite on a War of the Sontarans. Les gens ont un peu plus mitigés, mais restent... Enfin, je dis mitigés, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ils ont mis 8. Ils ont mis 8 en fait, les gens. Mais ouais, mais il y a moins de 9. Il y a beaucoup moins de 9. Nous on avait mis 8,3, donc du coup c'était en dessous. Pour moi, personnellement... Tu penses qu'il est trop noté? Non, je m'en fous. Sérieusement, je m'en fous des notes. C'est vrai que les notes ça veut rien dire, quoi. C'est ça le truc. Merde, j'ai tourné le truc. C'est juste... Tu veux que je te le bloque? Non, c'est bon, je vais éviter de le faire. War of the Sontarans, c'est peut-être l'épisode de la saison qu'on a mis un poil trop haut par rapport aux autres, ou alors c'est les autres qu'on a mis trop bas. Après, à la fin de l'épisode, j'étais content, et c'est pour ça que j'ai mis une bonne note. Mais je pense que aujourd'hui, c'est l'épisode qui me plaît le moins. Alors, c'est genre, t'as l'excellence et puis t'as le petit blut. Je veux dire, c'est l'épisode où j'aime pas trop le côté historique. Je trouve qu'il est pas si bien amené que ça. C'est celui qui m'a le moins plu, en fait, on va dire. Tout en restant... Alors que c'est un de ceux où t'as mis les meilleures notes. Ouais, bah ouais. Comme quoi, à froid, on n'a pas du tout les mêmes impressions, surtout sur une saison comme ça. Ensuite, on a Once Upon Time, qui du coup... a pris du plomb dans l'aile au niveau de la note, parce qu'on a tous les deux mis 5 en réalisation. Parce que déjà on avait des conditions particulières quand on a regardé l'épisode et du coup on était complètement perdus. Mais donc on n'allait pas mettre plus de 5 en réalisation alors que sur le coup on était waouh c'est fouillis, il faut vraiment que je le revoie parce que je suis un peu paumée quoi. Et c'est sur celui-là surtout où on s'est fait défoncer la gueule. Donc là, les gens ont aussi des notes un peu plus basses hein, quand tu regardes. Bah ouais, ça reste très haut, mais c'est le 7 qui l'emporte assez... C'est en dessous des 2 épisodes précédents. C'est en dessous des 2 autres épisodes. Donc tout le monde s'est retrouvé un peu perdu face à cet épisode qui en disait beaucoup. Il fallait le temps de digérer. Il fallait le temps de digérer en fait. Je veux dire, par contre, cet épisode-là, ça a beau être celui où j'ai mis des moins bonnes notes, c'est l'épisode qui m'est resté en tête toute la semaine et j'étais tellement pressé d'être la semaine d'après pour voir la suite. On en a parlé pendant tous les jours qui suivaient. Ouais, tous les jours on en reparlait et en fait à force d'en parler on dit ah ouais il y a ça puis il y a ça et au final bah, c'est un de ceux que j'apprécie le plus maintenant parce que du coup il y a ce côté... On l'a laissé grandir en nous en fait. Voilà. Genre sur Twitter les réactions immédiates c'était majoritairement du c'est fouillis machin alors que quelques heures plus tard les gens avaient réussi à décanter l'épisode. Et déjà, nous, entre le moment où on a écrit à chaud et le moment où on l'a tourné, on avait déjà des trucs qui avaient décanté. Au moment où il est sorti, surtout. Oui. Quand on l'a tourné, on aurait pu changer quelques trucs. Mais quand il est sorti, c'est vrai qu'on avait commencé déjà à re-regarder quelques images, à voir les avis des autres et tout ça, à voir des gens qui pointaient certains points et tout ça. Et du coup, on l'appréciait déjà plus après la sortie que... Et c'est vrai que maintenant, c'est vraiment un épisode que j'apprécie beaucoup plus, mais il fallait le temps de le digérer, quoi. Tu te fous de moi? Et tu veux que je te le bloque? Non, c'est bon, je fais gaffe maintenant. Alors, Village of the Angels, qui est du coup l'épisode le plus simple de la saison, qui ressemble le plus à un épisode classique, enfin un épisode habituel de Doctor Who, auquel on avait mis 7,4, ou pareil, on nous a dit qu'on était alors là, les gens ont mis 8, 9, 10, hein, sérieusement. 8, 9, 10, vraiment? C'est quelque chose que les gens ont vraiment apprécié. Bah, en fait, nous, le truc, c'est qu'il a perdu des points, surtout, t'as mis 6 aux anges, parce que t'étais saoulé qu'il parle. Ouais, et puis je sais pas, j'aime pas quand il y a beaucoup d'anges. Bah ouais, en fait, ça on leur enlève leur côté un peu horrifique. Mais en fait, j'étais vraiment méchant parce que 6 c'est vraiment exagéré. 6 c'est méchant, mais même moi j'ai mis 7, aujourd'hui je leur en mettrais plus. Hein. Ouais, je pense que moi aussi je leur mettrais beaucoup Honnêtement, plus. je crois qu'il n'y a pas un seul épisode de la saison auquel je mettrais en dessous de 8 aujourd'hui. Ouais, c'est vrai.
Survivors Alors. of the Flux. Bon, on reste dans la même catégorie de notes, hein, 7, Ouais. 8, 9, ça reste des très bonnes notes. C'est clair. Nous, Et on a c'est- mis 8,7. C'est un bon épisode aussi parce que il introduisait le final en fait. C'est toujours Mhm. ça. Dès que c'est une introduction à quelque chose, c'est toujours beaucoup plus facile de faire quelque chose qui va plaire. Ouais, puis t'as aussi eu ce trio Oui. de Yaz, de Dan et de Jericho qui a beaucoup fait parler et que les gens ont adoré. Tu te fous de moi, Julien. Oui, bien sûr. Non, mais t'inquiète pas, j'ai pas fait de bêtises. Je pense que si on regarde les réactions, ça doit beaucoup parler de ça. Ouais, ça parle beaucoup de ça. J'ai l'impression que je vois écrit Yaz un peu partout. Je lis en diagonale. Ça m'étonne pas parce que c'est vraiment le gros point fort de l'épisode et un des gros points forts de la saison. Et disons qu'en plus d'être un des points forts de l'épisode, c'est que les autres storylines sont tout aussi intéressantes en fait. Tu t'ennuies jamais. Et le point très fort d'un épisode comme ça, c'est que même si t'as une storyline qui te plaît pas, Tu peux passer à l'autre assez vite. tu passes très vite d'une l'une à l'autre en fait. Et du coup, bon, tu te dis bon ça m'embête un peu. Bon, bah voilà, ça va durer 5 minutes et puis tu vas revenir sur quelque chose qui te plaît. Et je pense que c'est un des gros points forts de ce genre d'épisode qui est repris pratiquement sur tous les épisodes. Bah, à part Village of the Angels, c'est vrai, Et ils les sont tous, Sontariens. Sontariens qui Oh restent non, je suis pas d'accord Ouais. parce que t'as quand même Dan qui a son histoire, C'est moins, c'est- Yaz qui a son histoire. Et enfin, nous avons The Vanquishers. Et non, nul. Ah, j'aime pas le nom de cet épisode, c'est C'est vrai. hein. pas un nom d'épisode de Doctor Who. Alors ça, Vanquishers. Alors que tous les autres, ça fait vraiment des noms typiques de Doctor Who. Ouais. Ils marchent tous trop bien, mais celui-là, Donc, j'avoue que j'aime moins. là on a Et- quelques 6 qui montent un peu, 7, la majorité de 8. Mhm. Pas mal de 9 aussi. Hein, On quelques a 10. 7,9, donc on est dans la même moyenne que vous, en fait. hein. C'est ce que je disais au début, hein, noter des épisodes comme ça d'une histoire. C'est trop difficile. C'est pour ça que, de toute façon, on n'a pas fait le découpage en histoire hein, cette année. Bah ok, là on en parle parce que bon, on vous a demandé des notes et qu'on va quand même les écrire et on va mettre quelques commentaires. On vous a demandé ce que vous aviez pensé des saisons 11 et 12 aussi, pour faire un parallèle. Tu te fous de moi, Julien. On vous a demandé ce que vous pensiez des saisons 11 et 12 pour essayer de voir justement, parce qu'on avait l'impression en tout cas que au fil de l'ère Chibnall, que la saison 11, bon bah bof, machin, et puis la saison 12, ah ouais, il y a du mieux, et que la saison 13, là soudain, tout le monde l'adore, et ça se voit. Saison 11, bon, majorité de 6 et de 7. Saison 12, majorité de 8. Et saison 13, majorité de 8 et de 9. Ouais, surtout de 9. Moi, on va pas le nier, cette saison est bien meilleure que les précédentes. Bah, j'adore la saison 12, mais il moi y a aussi. quand même des trucs qui... Là, on disait qu'il n'y a aucun moment où on s'est ennuyé. Et c'est vrai, sur la saison 12, j'ai beau aimer la saison 12, il y a des épisodes où je me suis ennuyée. Et c'est vrai que là, cette saison-là, j'ai pas eu d'épisode coup de cœur comme j'ai pu avoir avec Timeless Children, tu vois, par exemple. Mais la qualité était constante sur toute la saison. Et d'un point de vue vraiment qualitatif sur l'ensemble, je pense que c'est clairement la plus qualitative, voire la plus qualitative de toute Après, la nuit, selon moi. Il faut pas oublier une Mais chose. c'est une saison particulière. C'est une saison particulière. Et s'il n'y avait pas eu la saison 11 et la saison 12 avant, Ah bah, elle serait pas aussi bien. elle serait pas aussi bien parce que baisser les attentes des gens, c'est une technique que tu es obligé d'utiliser à un moment. Moffat l'a compris un peu trop tard, je crois. Chibnall, lui, il a fait ça directement. C'est-à-dire que la saison 11 est très banale, très classique. Il commence à introduire des choses. Et je pense qu'il l'a fait exprès. Hein. Ah mais je pense qu'il savait déjà d'avance qu'il voulait faire des... De toute façon, il savait qu'il voulait faire 3 saisons et qu'il voulait les faire de cette manière. Ouais, et de faire de plus en plus épique en fait. C'est plutôt ce côté épique qui manquait peut-être aux saisons précédentes. Qui augmente petit à petit chaque saison et qui là est vraiment marche super bien. Mais c'est obligé, tu peux pas faire une saison sur de l'épique tout le temps en fait. Bah, au bout d'un moment, t'en as juste marre de l'épique. En fait, C'est de la surenchère. En fait, là, la destruction de l'univers fonctionne parce qu'il n'y a pas eu de destruction de l'univers dans les 2 saisons précédentes en fait. Ouais, parce qu'on nous disait pas c'est la fin du Docteur, c'est la fin de l'univers, non. Je pense que pour être honnête, il aurait pu faire mieux. Possible. Parce qu'il y a certains, enfin genre surtout la saison 11 ou certains épisodes, même s'il y en a beaucoup que j'aime, hein, au final, avec la saison elle-même je l'aime bien, il y a beaucoup de problèmes dans cette saison. Genre le final de la saison 11. Ouais, genre le final, ouais. Qui ressemble même pas à un final, quoi. Il y a 9,3% des gens qui disent que c'est la meilleure saison, 52,7% l'une des meilleures, Bah, du coup, vous avez pas exactement les mêmes chiffres, mais je pense que l'ordre d'idée n'a pas du tout changé. 27,5% une bonne saison, et puis ensuite le reste, une saison bof, pire saison, et 5,7% de la pire saison. Vous voyez, par exemple, je suis désolé hein, pour ce genre de truc, mais pour moi, les 5,7% qui ont produit la pire saison,
c'est du troll en fait. Enfin, Ah bah je suis sûre qu'il y a des réponses trolls hein, dedans, ça se sent sur certaines des réponses. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, ces gens existent. Ça veut dire que dans le truc. C'est la pire saison, en incluant la saison 11, à un moment. Mais t'es au moins c'est vrai. L'une des pires. C'est vrai. Ça veut dire que les gens ont préféré ces gens-là ont préféré la saison 11. Voilà. Vous vous êtes fait avoir à votre propre troll. Non mais en plus, je suis persuadée que si on avait mis ce petit graphique aussi pour la saison 11 et la saison 12, on aurait eu le même pourcentage de pire saison sur la saison 11 et la saison 12 que sur la saison 13. Ah, on a raté une occasion là. Oui, il y a des problèmes dans la saison. Il y a, par exemple, là qui me vient en tête, la phrase du docteur qui va dire il y a des gens qui vont vouloir venir sur Terre, surtout faut les empêcher, faut les bloquer. Tu comprends, si t'es pas trop con, qu'elle parle des Cybermen et des Daleks, des gens qui n'ont pas des bonnes intentions et qui veulent détruire la Terre. Dans le contexte actuel, dans la vraie vie, c'est un peu délicat de sortir ce genre de phrase. Ouais, parce que ça peut être vu comme le docteur est contre les migrants, machin. Après, c'est le Brexit, hein, c'est l'Angleterre post-Brexit, hein, c'est comme ça. Non, mais je pense que, bien entendu, il y a ce genre de phrases qui sont un peu maladroites. Ça, j'admets que cette phrase-là est un peu maladroite. Je l'ai dit pendant l'épisode, j'ai dit « Oh là !» Ouh, ça va faire du débat Twitter cette phrase, parce que je pense qu'elle est juste maladroite en fait pour le coup. Rien n'est parfait, il y aura toujours des petits problèmes comme ça. Et oui, en effet, ça peut être bien de les relever. La preuve, on le relève avec vous. Et je veux dire, on l'a regardé la saison là en entier. Il y a plein de moments où on a fait, ouais, ça c'est pas logique. Hein. Et puis ça non plus, et puis ça non plus. Il y a plein de trucs où on se dit, ouais, quand on y réfléchit, ça devrait pas pouvoir se passer comme ça. Mais c'est pas ça. Il faut laisser du lest. C'est pas ça qui fait que la saison est bonne ou mauvaise. C'est pas dans les détails. C'est même pas dans la. C'est dans le plaisir que tu prends à regarder, à te laisser bercer par l'histoire en fait. À chercher des détails, tu te pourris les œuvres. Dans la science-fiction, t'es obligé de lui accorder des choses pour qu'elle te fasse voyager. Et à partir du moment où tu cherches le moindre détail illogique, ça ne pourra jamais te satisfaire. Désolé, je te tutoie. Hein. On peut ne pas aimer la saison aussi, on peut ne pas aimer l'archive notes. J'ai aucun problème avec ça, je peux comprendre que le style soit différent, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, mon seul problème, c'est qu'il y a des gens qui sont persuadés qu'ils ont trouvé les failles pour dire que c'est pas bien et pour prouver que ce n'est pas bien. Alors qu'en fait, on a déjà dit tout à l'heure, c'est une histoire de goût. C'est une histoire de ce que... Vous ne prouvez rien à personne en faisant ça. C'est une histoire de ce que tu ressens. Je sais que ça changera rien du coup à votre façon de voir les choses. Essayez juste de comprendre que les gens, en fait, s'ils aiment les choses, c'est peut-être pas parce que c'est les choses les plus logiques du monde, que c'est les choses les mieux écrites du monde, mais que c'est juste que c'est les choses qui parlent le plus à leur cœur. Il y a certains trucs, oui, qui nous ont moins plu, mais dans l'ensemble, on a été transportés. On a vécu des beaux moments, on était heureux à chaque fin d'épisode et on attendait l'épisode suivant. C'est ça en fait une œuvre de divertissement, c'est à ça que ça doit servir. Ça doit nous permettre de voyager, d'être transportés, de prendre du plaisir en fait, de s'évader de notre quotidien. Alors si c'est uniquement pour aller chercher le moindre petit détail qui va pas, bah au bout d'un moment, enfin ça je le fais au boulot. J'ai juste envie de m'évader, et cette saison, elle m'a fait m'évader comme rarement Doctor Who m'a permis de m'évader de façon aussi joyeuse, en fait. C'est vraiment, j'étais heureuse à chaque fin d'épisode, et j'espère que c'était le cas pour vous aussi, et vu les notes, j'ai l'impression que ça a été le cas pour beaucoup de gens. Ça a été le cas pour beaucoup de monde, et j'en suis vraiment... Parce que là, on est toujours en train de parler des mêmes emmerdeurs qui nous font chier depuis la saison 11, et qui nous faisaient chier sous Capaldi aussi, parce que c'était les mêmes. Non, mais c'est vrai que pour finir sur plutôt positif... c'était une bonne saison, on a passé des bons moments. On a passé des bons moments en fait. Pendant les épisodes et après les épisodes. Et c'est ça qui est très important, je pense. Et j'ai retrouvé du goût à parler avec les fans. Comme j'étais juste heureuse tout le temps et que je voyais plein de gens heureux tout le temps, bah en fait ça faisait du bien de retrouver un petit peu cette communion entre fans contents, quoi. Ça faisait vraiment du bien de voir la communauté à nouveau contente. Il y a plein de gens qui en fait n'avaient pas aimé les saisons 11 et 12 et qui nous ont mis dans les commentaires « Bah là j'aime bien et ça me fait plaisir de retrouver Doctor Who et je suis trop contente pour eux en vrai. » Bon, c'est pas tout ça mais moi j'ai un steak. Mais c'est la pire conclusion. J'ai un steak. Tu aurais pu dire j'ai un truc sur le feu, non mais j'ai un steak. J'ai un steak. Bon, est-ce que t'es toujours Flux ? Je suis Flex.
Non, bah, merci beaucoup d'avoir suivi cette longue vidéo. J'imagine qu'elle va être longue parce qu'elle a été très longue à tourner. On avait beaucoup de choses à dire. C'était très sympa à faire, je trouve. Ouais. On se retrouve bien au prochain épisode qui est au Nouvel An. Oui. Qui risque d'être intéressant. Alors, est-ce que J'ai vous êtes beaucoup bien de concepts en tout cas. On bien, va voir ce que on ça ne sait donne. pas, mais intéressant, je pense qu'il l'est déjà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo en notre compagnie. N'hésitez surtout pas à laisser votre avis sur Flux dans les commentaires. Vous pouvez en débattre, tout ça. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est là pour ça. Un like. Un petit like. Ça fait vraiment tellement vieux YouTube. Ouais, c'est le vieux YouTube là, franchement. Ouais, je oublié les ordi. Je suis flex. Mince, ça a été coupé. On laissera le son. Ouais. Et on écrira la batterie s'est coupée et on mettra le moment où tu dis oh merde ça s'est coupé, on s'arrêtera là et puis c'est tout.